Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Vendredi 31 juillet, mon nom est Martin Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre bilan mi-saison 2026, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, moi ainsi que nos collaborateurs allons nous prononcer et distribuer nos notes aux 22 pilotes et 11 écuries, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs. Il est avec moi à tous les vendredis de Grand Prix. Il est descripteur, analyste des courses de Formule 1 et d'endurance à la GTCQ.tv. Mais il est avant tout un pilote de nos amis de la team FSR. François Goulet, c'est l'heure de passer au bilan. Oui, encore une fois, je vais réitérer ce que j'ai dit la dernière fois. Tu nous fais travailler, tu nous donnes des devoirs. Ça fait longtemps qu'on a terminé l'école, on est en vacances, mais on doit quand même faire des devoirs. Donc, honte à toi. On partage, puis en plus, pendant tes vacances, tu es toujours là, dans tes vacances en plus. Ah Puis, oui, hey, je me suis amusé. Plug, je suis allé au magasin Gilles Villeneuve à Québec aujourd'hui. Je me suis gâté un cadeau d'été. Je me suis offert un autre T-shirt. bien hâte d'entendre parler de ça. Tu nous montreras ça, mais Ah oui. dans d'autres temps, tu nous enverras des photos. Bien hâte de oui. voir ce que tu t'es procuré au magasin de Gilles Villeneuve. De l'autre côté, pour nous accompagner aujourd'hui, ben, on a bien fait ça. Hein? On a les vendredis avec François, puis on a les lundis avec Simon Bachand, auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon, comment ça va? Ah, très bien, vous deux. Alors moi, je vais très, très bien. François aussi, je pense. Moi, je l'ai déjà dit. Ouais. Là, c'est quoi cette histoire-là de se répéter toujours? Ben, alors, mais François, à moins qu'il ait trop dépensé au magasin de Gilles Villeneuve, j'imagine qu'il va bien. J'ai juste acheté un T-shirt, fait que c'est correct. Mon portefeuille est encore raisonnable. Mais si c'était rien que de moi, j'achèterais le magasin au complet, mais un à la fois. D'ailleurs, puisqu'on parle de Gilles, la bande-annonce a sorti aujourd'hui. On l'a mis elle est disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Puis c'est là, si vous êtes... si vous êtes curieux d'aller voir ça, bien sûr, après cet épisode-ci, d'aller voir la bande-annonce de Gilles Villeneuve si vous ne l'avez pas déjà vu pour le film qui sera partout en cinéma dès le 11 novembre. Aujourd'hui, c'est l'heure de passer, je le disais, au bilan. François disait qu'on se place dans une position comme à l'école, on a des devoirs, bien sûr, il faut faire nos recherches, il faut donner des notes, mais on a comme les deux chapeaux, parce qu'après ça, on devient le professeur. Après ça, c'est à nous de distribuer les notes, puis c'est ce qu'on va faire dans notre bilan mi-saison. On le fait 2 fois par année pour ceux qui ne sont pas habitués au F1 Podcast, et on va le faire, bien sûr, à la fin de la saison. Ça change souvent en cours de route. On donne des notes de A+, qui est la meilleure des notes. Je sais pas, j'ai bien hâte de voir si quelqu'un s'est mérité ça, autant du côté des écuries que des pilotes. Et la pire des notes, celle que personne ne veut avoir, là, tout le monde redoute le plus, c'est le C-. C'est le plus bas qu'on peut aller. On ne veut pas se perdre avec des F, des D, puis tout ça, ça serait un peu mélangeant. Donc, on va au C-, c'est la pire note qu'une écurie ou qu'un pilote peut avoir. J'ai aussi ajouté au devoir, bien sûr, on fait ça depuis quelques saisons déjà, depuis que nos amis de Des-Cœurs Incorporés sont avec nous. Donc, je vous demande votre coup de cœur des cœurs. Donc, ça peut être... un pilote qui vous a surpris, une écurie qui vous a surpris, ça peut être les nouveaux règlements, ça peut être n'importe quoi que vous êtes content, surpris, vous aimez, vous appréciez, que ça a été votre coup de cœur dans cette mi-saison-là, comme nos amis de Des-Cœurs qui sont des spécialistes dans le domaine des escaliers, un peu un pilote qui a passé à l'autre niveau ou qui a attiré votre attention avec une grande performance, puis un service 5 étoiles ou une performance 5 étoiles. Donc, on va parler de ça. Et aussi la déception. Je vous ai demandé aussi de dire quelle était votre déception dans cette mi-saison. Peut-être qu'on va tout de suite passer à ça parce qu'on va débuter avec nos amis. Disons que, tu sais, on dit souvent les fleurs, le pot va venir. Ben, l'épisode, vous allez voir aujourd'hui, c'est pas mal les pots avant les fleurs. C'est pas mal ça que ça commence. On débute avec Cadillac, qui est l'écurie américaine. C'est facile, on a 0 point d'accumulé, donc ça ne sera pas trop long de s'étirer là-dessus. Moi, de mon côté, la note que j'ai donnée à Cadillac, c'est pas moins qu'un C. J'ai donné un C pour leur début de saison. Je comprends que c'est une nouvelle écurie. Je comprends qu'on débute en Formule 1. C'est un nouveau projet. Je l'aurais quand même pas, j'ai pas été dans la pire des notes parce que je pense qu'on prend ça au sérieux. On met les efforts aux bonnes places. On dépense le montant. Je ne veux pas devancer, mais vous voyez déjà où je veux en venir. Les écuries ne dépensent pas les montants. Ça me dérange toujours un peu.
Je vois qu'il y a des beaux investissements autant du côté des simulateurs à l'usine et tout ça. Le choix de pilote reste peut-être à analyser. Peut-être que ce n'était pas le meilleur choix pour débuter une écurie. On ne le sait pas encore. C'est dur de le dire après 11 courses. Mais du moins, c'est les performances en piste. On prend en feu. On a de la misère à terminer des épreuves. L'écurie a complété le moins de tours depuis le début de la saison. Donc, pour moi, je suis allé avec un C du côté de Cadillac. Ton côté, François Goulet, quelle note as-tu donné à l'écurie, à la nouvelle écurie américaine? Écoute, ça ne sera pas bien différent de toi. J'ai donné également un C. Pour Cadillac, tu sais, vu que c'est Oui, le c'est concept. Ouais. c'est comme ça fait bien. Puis la raison pour ça, c'est on aura beau dire que c'est une nouvelle écurie, etc. Mais dans nos souvenirs, si on se rappelle, la dernière écurie américaine est arrivée, avait fait une 6e position à sa première course. Donc déjà en partant, on voit que même si c'était en plus moins gros que General Motors, ça avait été mieux exécuté. Donc pour ça, j'ai donné un C parce que je comprends que c'est une nouvelle écurie, c'est pas une voiture qui est rapide, mais ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux, tout simplement. Oui. Oui, il aurait probablement pu faire un peu mieux. Je le vois de la même façon que toi. On sait que comparer les époques, c'est toujours difficile, mais quand même, je m'attendais à un meilleur départ. Puis on se rappelle, pas de l'arrogance, mais on l'a tassé du projet. Il y avait Michael Andretti derrière tout Ouais. ça. Puis on disait un peu comment on a peur de nous en F1. Fait que je sais pas, on se faisait comme l'image qu'on arriverait quand même mieux préparé que ça. Mais on comprend là, que c'est toute une étape à franchir de développer une écurie de Formule 1 et d'être compétitif surtout. Mais on arrivait à une nouvelle ère de réglementation. J'aurais cru qu'on aurait pu un peu capitaliser là-dessus puisqu'on part un peu. Je ne veux pas dire qu'on part au même niveau parce que c'est pas vraiment vrai, mais la table à dessin, normalement, on commence tout à dessiner au même moment. Ton côté, Simon, est-ce que tu nous trouves sévère d'avoir donné les 2 C pour Cadillac, comme François disait? Il nous préparait déjà une porte de sortie au cas où tu nous trouvais trop sévère. Ben oui, je vous trouve sévère parce que Cadillac, pour une écurie qui arrive en Formule 1, donc c'est la première saison, je trouve pas qu'ils font si mal que ça. Évidemment, et je trouve sympathique le fait que, justement, contrairement, moi, je trouve pas qu'on est arrivé avec ses gros sabots en disant on va gagner dès le départ comme d'autres constructeurs ont fait dans le passé. Je sais pas. T'sais, il me semble qu'on l'a joué sécure là, en disant, dès le début de la saison, on a dit on va être en déficit d'à peu près 2 secondes. T'sais, on était très, très transparent. OK, c'est vrai. Mais alors, tu sais, je trouve pas que Cadillac fait mal. C'est sûr que la fiabilité, bon, faut s'améliorer là-dessus. En même temps, je préfère qu'on cherche la performance par rapport à la fiabilité. Hein. Je préfère quasiment une voiture qui est pas trop mal, mais qui abandonne en pire pendant la Grand Prix, qui est une écurie qui finit à 6-7 tours, mais on finit la course, mais on n'est pas du tout dans le coup. Alors, tu sais, il y a quand même de l'espoir. Moi, je trouve que chez Cadillac, on s'en tire pas trop mal. J'ai déjà vu bien pire pour des nouvelles écuries qui arrivent en F1. C'est sûr que c'était pas tous des projets des gros constructeurs. Puis en plus, quand tu regardes par rapport à ce que d'autres équipes ont fait, puis on va en parler dans quelques minutes, je trouve qu'ils paraissent bien. Alors, moi, c'est B- pour Cadillac. B- pour Cadillac. Le fait qu'on fait 50% de l'équation, qu'on compte quand même sur un moteur Ferrari, qu'on sait que dans la hiérarchie qui a été établie par la duo, c'est le 3e moteur là, en puissance, qu'on soit si loin derrière, qu'on soit si largué que ça, malgré qu'on a un moteur Ferrari. Est-ce que pour toi, ça pèse dans la balance ou le B-, tu l'as compris là-dedans aussi du fait que on avait 50% du travail à faire en complétant un châssis puis en venant l'introduire à ce que nous autres on faisait, ce qu'on développait du côté de l'aéro. Ouais. Ouais. Ben moi, je l'inclus là-dedans. Là, tu sais, justement, François vient de donner des points tantôt à Haas, si je me souviens bien. Puis Mm. Haas, 3 quarts de la voiture à l'époque, c'était c'était des Ferrari. Hein. C'était Ouais. la boîte de Il y a vitesse ça. Ferrari, le moteur Ferrari, puis c'était quasiment le Un sens pilote Ferrari, mais on l'a Ferrari. modifié un peu. Ouais, c'est ça. Mais ils ont quand même eu le résultat. Tu sais, ils ont quand même fini Ouais, 6e. Non. mais regarde où ils sont aujourd'hui. Ouais, il y Les a ça, autres par croient exemple. que Cadillac va faire mieux dans Ben, 10 ans. ça, c'est le point que tu touches, Simon. Puis c'est pour ça Ouais. que j'ai pas été dans un C- puis tout ça, parce que je pense qu'on met les efforts aux bonnes places. C'est dur à dire en piste, mais je pense qu'on respecte ce qu'on fait, puis on respecte le procédé, le cheminement pour se rendre là, on le fait. Donc, j'ai hâte de voir les améliorations. Ça va être intéressant de voir au cours de la saison comment on peut améliorer tout ça. Puis, je te devance un peu parce que tu vas arriver à donner les notes de tes pilotes. Je veux que tu débutes avec ça, Simon. Mais ne serait-ce que Perez, Cadillac n'aurait pas un 0 à côté de son nom présentement pour l'épisode de mi-saison. On aurait probablement scoré des points du côté de Monaco. Quelle note as-tu donné au pilote en débutant justement par Sergio Perez? Ben, c'est un C+ pour Sergio Perez. C'est sûr qu'il n'ira pas chercher un A sur une Cadillac, là, on s'entend là-dessus. Ouais. Oui, il a fait perdre un point à Monaco avec une erreur assez bête,
Il a fait une autre erreur, là. Je pense que c'est au Japon ou en Chine, collision avec Bottas. Donc, tu sais, c'est pas trop fort non plus. Dans l'ensemble, il a quand même été assez rapide par rapport à Bottas, quoique c'est moins vrai dans les derniers Grands Prix. Mais je lui donne un C+. Là. Ça aurait pu être pire pour Perez cette année. De ton côté, François, je vais y aller si tu veux bien, François, parce que j'ai exactement la même note que Simon, fait qu'on va faire ça vite. Perez, moi, je suis surpris que son point faible, depuis même qu'il est en F1, c'est les qualifications. Le point fort de Bottas, c'est le contraire, c'est justement les qualifs. Puis Perez a le dessus là. Si vous m'aviez demandé de décider au début d'année, puis même je suis pas mal sûr, je l'avais dit, j'aurais eu l'impression que Bottas aurait eu le dessus sur Sergio en qualif, puis qu'en course, ça aurait été plus serré. Mais c'est pas ça qui se passe présentement. Ton côté, François, la note que tu donnes à Sergio Perez? Ben, je lui ai donné un B-. Oui, ça ressemble un peu à un C+, si on veut. Hein. On est un peu Ouais. dans le milieu. Pour les mêmes raisons, les erreurs, tout ça. Par contre, moi, je suis allé dans le B justement parce que, comme on s'est dit, puis tu viens exactement de le dire, quand on avait dit c'est qui allait être le plus rapide entre Bottas et Perez, tout le monde disait Bottas. Et c'est pas le cas là, dans la qualif. Là. Donc, ça m'a vraiment scotché, ça m'a vraiment surpris. Donc, c'est la raison pour laquelle il a cette note. Puis justement, pendant qu'on parle de Bottas plutôt, donne-moi donc la note que tu as donnée. Ben, ça va être un. Étant donné que il n'y a pas hâte que, mettons, surqualifier Perez, je peux pas lui donner la note de B-, donc je lui ai donné C+, juste un petit peu en bas, on va dire, pour cette raison-là. C'est assez dur de mesurer un peu ce que les Cadillacs font parce on les voit pas. T'sais, ils Non. ont une auto qui est absente, ils font juste un peu mieux que les Aston Martin, mais il se passe rien. Donc, tu sais, au début, j'étais à B sur les deux. Puis là, je regardais un peu, mettons, les faits d'armes de chacun que je me rappelle ou que j'ai pu cibler. Puis j'en arrive à ça. Tu sais, dire, il ne Ouais. se passe pas grand-chose de leur côté, mais en même temps, l'auto ne performe pas. Donc, on leur souhaite bonne continuité. Moi, j'ai été plus sévère avec Bottas. Je lui ai donné un C parce que je m'attendais justement qu'il y ait au moins le dessus sur Sergio Perez. J'ai l'impression de revoir le bon vieux Bottas en vacances que je trouve depuis qu'il n'est plus chez Mercedes. Il a l'air content d'être là, mais il a l'air de profiter justement du moment. Puis je trouve qu'il y a un petit manque de compétition. C'est sûr que c'est pas Ouais. évident. Je comprends avec l'écurie, mais je me dis au moins versus Sergio Perez, j'aurais vraiment pensé que Valtteri, tu sais, il fait pas, c'est pas la catastrophe non plus là, dans le face-à-face. C'est juste que je sais pas, j'aimerais savoir un petit peu plus de lui. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un C. Puis comme Sergio avait eu le dessus, ben lui, il a eu la note de C+. Ton côté, Simon, as-tu été aussi sévère que nous avec le bon vieux Finlandais? Mais moi, je lui ai donné un C+. Pas mal ce que vous venez de dire. C'est juste que dans les 3 derniers Grands Prix, c'est Bottas là, qui a devancé Perez en Exact. qualification. Donc, j'ai Ouais, l'impression qu'il est en train de se trouver. ouais. Alors, je lui ai donné des points, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Des fois, on a l'impression qu'il est content d'être là. Et Ouais. c'est peut-être pas une mauvaise attitude, là, sachant qu'il ne gagnera pas des Grands Prix chez Cadillac. Mais d'un autre côté, tu aimes ça avoir plus de mordant. Là. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là que accepter le sort, c'est correct. Comme tu dis, tu arrives dans une nouvelle écurie, mais à un moment donné, je sais pas. J'aimerais juste savoir qu'ils veulent un peu plus de la part de son écurie puis de la part de ses propres performances aussi. Parlant de vouloir un peu plus de leur écurie, Ça, t'es bon pour faire des liaisons, Ouais, hein, j'adore ça. l'enchaînement tombait parfait. C'était facile à Ouais, faire, celui-là. Mais quand parlons même. de nos amis en vert, Aston Mhm. Martin. C'est c'est passé très près d'être une déception, mais j'avais pas beaucoup d'attentes parce qu'on en a parlé souvent, puis je ne veux pas revenir avec ça trop souvent, mais quand même, le fait que on savait qu'il y avait des choses qui clochaient à l'intérieur de Honda, qu'il y avait beaucoup d'employés qui étaient partis ou qui avaient resté chez Red Bull lorsqu'on avait décidé de se retirer du côté du manufacturier japonais. Je trouve que du côté d'Aston, on a été très négligent. On a fait une confiance aveugle à Honda. Vous me direz qu'il y avait peut-être raison. On venait de gagner des championnats, on venait d'être compétitif dans le domaine de la motorisation, mais quand même, tu peux pas. Vous savez, vous êtes vous travaillez dans des domaines d'affaires aussi, vous ne pouvez pas faire confiance toujours à un fournisseur aveugle. Il faut quand même Non. vérifier, il faut être à son affaire, surtout lorsque les enjeux sont tellement aussi gros. On est arrivé en retard à la pré-saison. On avait Adrian Newey, OK, depuis mars l'année d'avant, qui travaillait supposément tout seul dans un bureau sur la voiture, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas du côté de l'écurie, qui était à la fine pointe de la technologie, mais de l'usine. Donc, tout ça, on part du mauvais pied. Après ça, on nous apprend que on n'a pas fait nos devoirs. Jusqu'au mois de novembre, on n'avait pas été chez Honda. Chicane à l'interne. Andy Cowell s'est fait tasser. Là, finalement, Andy Cowell, je pense qu'on l'a carrément. On est parti dans un voyage au Japon, puis on l'a laissé là tellement que c'était horrible ce qu'on a vu. On a dit, on n'a pas le choix de laisser quelqu'un sur place, quelqu'un de confiance. Donc, tous ces ajustements-là ont été faits.
mais ils ont été faits dans les dernières semaines qu'on se parle. La saison est déjà débutée. On est à 11 Grands Prix. Puis là, on commence à essayer de réparer tout ça, ce qu'on a gâché. Donc, j'ai donné un C- à Aston Martin. C'est la pire note qu'on peut donner à une écurie, bien sûr, mais j'ai pas d'autres notes à donner. L'amélioration, là, les 16 améliorations qu'on a apportées là, en Hongrie, OK, mais je vais prendre un peu comme Simon a déjà dit, là, même si on devient le 5e meilleur châssis d'ici la fin de la saison, on a payé les gens en place, pas pour être le 5e meilleur châssis. Excuse-moi, Simon, de reprendre ce que tu as dit, mais c'est quelque chose qui m'a resté en tête dans cette évaluation-là, que même si on fait très bien du côté d'Aston, on est toujours en dessous des attentes de ce qu'on attend de cette écurie-là. Ton côté, François, es-tu aussi déçu que moi du côté des Verts? J'ai pas eu le choix, je leur ai donné la même note parce que je veux dire, c'est une catastrophe. Même s'ils ont réussi à récolter un point, ça ne commande pas. Ça ne commande pas une note supérieure. Je suis très content d'avoir vu Aston passer en Q2 lors du dernier Grand Prix, mais ça non plus, c'est pas suffisant. C'est un pas dans la bonne direction, mais là, on est trop proche de la mi-saison pour que ça affecte la note que j'ai donnée. Donc voilà, le résultat, c'est moins pour Aston Martin. Ton côté, Simon, comment as-tu vu la situation depuis le début de la saison du côté d'Aston Martin? Ça ressemble beaucoup à ce que vous venez de dire. J'ai pas du tout aimé. Là. Je trouve qu'on néglige là, l'échec d'Adrian Newey là-dedans. Là. Le concept de châssis, tu viens de le dire, c'est quand même lui. Là. Tu sais, puis oui, il est pas arrivé 3 ans d'avance, là, mais il est là depuis un an. Là. Il y a eu un an pour travailler là-dessus, puis à l'époque, on nous disait que c'était en masse. Alors, tu sais, je pense qu'il n'y a pas le choix là, de porter ça, puis il s'en sauve bien dans les circonstances. Puis tant mieux les améliorations qui semblent fonctionner, là, du moins après ce qu'on a vu en Hongrie. Reste que c'est une vraie catastrophe depuis le début de la saison. On était retourné à l'époque là, des Hispania Racing Team puis Virgin Racing avec Aston. Ouais. C'est pas beau, là. C'était vraiment pas beau. Alors, c'est moins, moi aussi. Et j'aime pas ce que je vois encore, parce que j'ai encore l'impression qu'on travaille en silo. Puis là, chaque département finit ce qu'il a à faire, puis après ça, on essaie de coller les parties ensemble, puis ça fonctionne pas jusqu'à maintenant. Alors, on a beaucoup blâmé Honda, avec raison, mais le châssis a un grand rôle à jouer aussi dans la catastrophe de la première moitié de saison chez Aston Martin. Souhaitons simplement là, qu'on fasse beaucoup mieux en deuxième moitié. Simon, tu touches un excellent point. On voulait être une écurie d'usine puis avoir le parfait contrôle sur tout, puis on agit encore comme une écurie cliente. On travaille Ouais. avec on attend que le département du châssis nous livre le châssis, que le département de la motorisation livre un moteur, puis après ça, on assemble tout ça, puis on fait oh ouais, ça fait pas comme on voulait. On pensait construire une F1 à la fine pointe de la technologie. Finalement, on a fait une F2,5. Là. À 5 secondes, c'est à peu près ça qu'on a fait. On a mis en début de saison. On a présenté tout le monde. Voici la AMR 26. Ce n'est pas encore une F1, mais on travaille là-dessus. De ton côté, si on te demande d'aller avec les notes pour les pilotes, je sais que c'est pas évident encore, ça nous place dans une situation où l'écurie a tellement mal fait que là, après ça, il faut un peu évaluer les pilotes à travers tout ça. Fernando Alonso, pour débuter, quelle note as-tu donné de ton côté, Simon? Je lui ai donné un B pour la résilience et je pense que même s'il était démotivé, il a trouvé le moyen de faire le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait entre les mains en piste là, pendant les courses. Alors, B pour lui. J'ai la même note de mon côté pour Alonso. Et toi, François, tu as été plus sévère ou plus généreux avec le bon vieux espagnol, qui a eu Je lui ai justement donné. 46 ans, hein? Ouais. 45 ans, excuse-moi. Il vient d'avoir Ouais. 45 ans. Ouais. Je lui ai donné B+, parce qu'il a réussi à ramener un point avec, excuse-moi, là, je vais le redire, une poubelle. Et surtout Oui, à l'âge Elle a la qu'il bonne a. couleur en plus. C'est ça. Ouais, ouais, si tu veux, ouais, tout à fait. oui. À l'âge qu'il a, c'est quand même extrêmement respectable de voir, comme tu dis, ce qu'il est capable de faire encore avec la voiture. Surtout qu'il a ramené un point sur un circuit qui n'est pas évident, là, surtout qu'une voiture qui se conduit mal. Fait que voilà. B+ pour Alonso. Tu sais, c'est dur de coter, mais il fait des efforts. Puis je dois le récompenser pour ça. Je voudrais pas avoir le rôle que tu as de donner la note à Lance Stroll en premier, parce que j'ai l'impression que j'ai été sévère avec lui. Par même temps, je me dis à d'autres places, peut-être que les gens vont trouver que je ne l'ai pas. J'ai pas été assez sévère avec Lance Stroll, mais vas-y, curieux de savoir quelle note tu as donné. OK, je vais donner B-. Je suis pas allé dans le sec Lance Stroll parce que je trouve que malgré ça, il a réussi à surqualifier Fernando Alonso à quelques reprises, qui était quand même ce qui n'était pas arrivé depuis quelque chose comme 40 courses. Donc, on voit qu'il est quand même capable de tirer son épingle du jeu. Il n'a pas ramené de points, puis ça reste que, tu sais, il ne fait pas d'éclat. Il est en avant, en tout cas, il est en avant des Cadillacs quand même au championnat des pilotes.
même si c'est avec 0 point, là, mais ça reste que c'est quand même basé sur les positions. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé dans le B, mais je ne suis pas allé trop généreux avec Lance Stroll. J'aimerais ça le voir dans une voiture performante un jour, Lance Stroll, juste voir vraiment ce qu'il vaut, parce que moi, je l'avais suivi en F3 à l'époque, puis il avait une très, très bonne voiture. C'est sûr qu'il y avait quand même des circonstances, mais il n'était pas contre des pichous. Il était dans une meilleure équipe, puis il gagnait énormément de courses. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est capable, Lance Stroll. Là. J'ai toujours espoir de le voir performer quelque part, donc je veux quand même être généreux un petit peu avec lui pour l'encourager, parce que c'est un gars de chez nous. Moi, de mon côté, Lance Stroll, j'ai donné beaucoup. Ce qui a influencé beaucoup mon choix, c'est l'attitude. J'ai trouvé que, autant que Fernando s'en est pris à la réglementation, du côté de Lance, il s'en prenait souvent à l'équipe. Bien sûr, vous allez dire, ben, il est dans une bonne position, il peut critiquer pas mal tout ce qu'il veut Ouais, là-bas. ouais. Il est dans un rôle dont, on disait que ça n'existe pas un pilote propriétaire, là, ou qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et C'est Seigneur, peut-être ouais. Lance, le pilote propriétaire en Ben, je F1. ne suis pas allé, moi, sur Ouais. l'attitude, mais tu vois, je suis allé plus en Ouais. performance, mais c'est vrai que si on se fait à ça, j'aime Ben, moins ça. je pense qu'on a chacun nos critères, François, puis c'est normal. Ouais. C'est ça qui fait la beauté de la chose, parce que Mhm. et puis je te dirais que c'est peut-être le manque de performance qui fait en sorte que je regarde beaucoup l'attitude puis comment qui compose avec cette situation-là. Ça, c'est Euh, vrai. puis j'ai l'impression que l'attitude n'est pas au bon rendez-vous. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça pour Ah Lance. oui. On se demande des fois si ça y tente d'être là. Tu fais bien de le mentionner qu'il y a eu des belles performances où il est revenu sur son coéquipier, sur Fernando. C'était la première fois depuis 2024, Silverstone. Mais je regarde là, il est dans le négatif face à, on sait, Fernando Alonso, une légende, un double champion du monde, mais il est à 4 dixièmes en moyenne d'écart avec son coéquipier. C'est le plus gros écart sur la grille. Mm. Encore là, oui, fiabilité, performance, mais ça, c'est en qualification. Tu es à 4 dixièmes de ton coéquipier. Il y a énormément d'expérience, Lance Stroll. C'est pas une recrue. Là. On n'accepterait même pas ça là, de Franco Colapinto, 4 dixièmes. Là. Puis je dis pas ça pour dénigrer Colapinto, mais c'est un gars qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la moitié de l'expérience de Lance Stroll. Puis on serait déjà en train de critiquer s'il était à 4 dixièmes. Donc, j'ai donné C à Lance Stroll. Je ne pouvais pas y donner plus que ça. Ton côté, Simon, tu as donné quelle note aux Canadiens? Moi, j'adhère à tout ce que vous avez dit sur Lance Stroll, autant le bon que le négatif. Tu sais, je pense que tout ce que vous avez dit est vrai puis s'applique, mais je lui ai donné un C pour les mêmes raisons que toi, Martin, grosso modo. Ouais, le 4 dixième me dérange beaucoup. Puis c'est 8-2, 8-2 dans le score. Là, je sais que, encore là, il y a des circonstances, puis c'est Fernando, mais le 4 dixième, tu peux te faire battre 8-2 par un double champion du monde. Mais, mais le 4 dixième, il faut que tu essaies de retravailler ça un petit peu, j'ai l'impression. Si on. Là, ça s'en va pas de mieux en mieux. Là. On va manquer tantôt, on va avoir des fleurs en surplus, on va manquer de peau parce qu'on s'en va parler de Williams. Oh, Seigneur Dieu. Ouais, Williams qui, depuis le début de la saison, a passé très, très près d'être ma déception d'ailleurs aussi. J'ai donné aussi la même note qu'Aston Martin avec un C-. On est arrivé pas près. Ça fait des années qu'on y parle de 2026. J'ai l'impression qu'on s'est fait un peu avoir par le succès de l'année dernière. On se trouvait pas pire, fait qu'on a décidé de continuer d'être pas pire, puis on s'est amputé un peu sur notre projet qui était de miser pour 2026. J'ai salué le fait qu'on a compétitionné jusqu'à la fin, qu'on a donné un spectacle, mais je ne pouvais pas savoir à quel point qu'on allait compromettre notre prochaine saison. On s'est présenté avec une voiture là, avec un surplus de 20 quelques. Ça n'a pas de bon sens, là, le poids qu'on traînait de plus. Là. C'est quasiment comme on était aveugle d'avoir 2 passagers dans la voiture tellement qu'on était plus lourd que n'importe qui. On commence à peine à être capable de descendre le poids de notre monoplace. On avait rempli des promesses à Carlos Sainz. C'est pas la première écurie qui va avoir menti à un pilote, mais on avait quand même réussi à le séduire. Ça veut dire qu'on avait quelque chose de concret. Je pense pas que Sainz était désespéré à ce point-là. Il a quand même vu quelque chose chez Williams pour décider de se ranger là. James Valls, que j'arrête pas d'encenser pour les habitués du podcast, que je trouve que c'est un gars méthodique, un gars hyper intelligent, un gars proactif dans sa méthode. C'est ce qu'on voit de l'externe, c'est ce qu'on voyait chez Mercedes. Est-ce que c'est un bon directeur d'écurie? Ben, j'en suis rendu à me poser la question. J'ai donné le prix du meilleur directeur il y a de ça peut-être 6 mois à peine ou peut-être la saison d'avant, mais je trouvais qu'il faisait un travail remarquable. Puis là, j'ai pas le choix avec les résultats qu'on voit, ben, il faut faire tout pour remettre tout en question. Si on remet les pilotes en question, il faut le faire avec les directeurs d'écurie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'on ne lui donne pas les meilleurs outils, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction et je trouve ça inquiétant. Donc, c'est moins pour une écurie légendaire en Formule 1. On ne veut jamais donner ça. De ton côté, François, quelle note as-tu donné à Williams? Ben, je leur ai donné C. La raison pour laquelle je n'ai pas donné C-, c'est parce que c'est moins pire qu'Aston Martin. Ouais. Tout simplement. J'ai omis de dire ma déception quand on parlait d'Aston, mais j'en avais choisi 2, donc je vais la dire pour Williams. C'est ma déception de la saison parce qu'on avait plus d'engouement un peu pour cette écurie-là, qu'on sentait avait un regain de vie justement avec la présence de James Valls, un pilote comme Carlos Sainz, Albon qui faisait bien. Donc,
On a vu des belles choses d'Albon. Il me semble que c'était-tu l'année dernière ou l'autre d'avant à Montréal quand il pleuvait, beau dépassement. Ça prend quand même des bonnes voitures pour faire des belles manœuvres. Donc, tu sais, non, sérieusement, très décevant Williams cette année. Donc, j'ai pas le choix. Simon, tu vas dans quel sens pour. Je sais que ça te fait mal, hein, toi aussi. Tu sais, Williams, Ouais. il y a un attachement avec cette écurie-là. Mm. Donc, de les voir, ils ont tellement été mauvais dans les. Ils ont passé des moments très difficiles, justement dans dans les derniers balbutiements avec Claire Williams, ces choses-là. Mhm. Avec Frank Williams en fin de vie, c'était très difficile. On croyait qu'il y avait de l'espoir, puis là, on dirait que ça a recassé d'un seul coup. On fait des erreurs de ce qu'on apporte de l'usine, puis tout ça. Simon, tu vois ça comment, toi? Je sais que tu les aimes bien, Williams aussi, là, comme bien des gens au Québec. Ben, c'est une écurie historique, donc nécessairement que je les aime bien, oui. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'est comme si on avait semé des faux espoirs. Et là, c'est l'année de la grande déception. Donc, c'est pas eux, là, ma déception de l'année, c'est ni Aston, je reviendrai plus tard, mais tu sais, il était pas loin. La grande différence avec Aston, c'est qu'Aston, l'année passée, il performait pas. Williams performait. On a même fait 2 podiums avec Carlos Sainz dans la deuxième moitié de saison. Donc, tu sais, il y avait tout lieu de croire qu'on avait trouvé un élan puis que ça allait se perpétuer cette année avec les nouveaux règlements. On a été une des premières écuries l'an dernier à tout arrêter le développement pour travailler sur la voiture 2026, mettre les énergies là-dessus. Puis on disait, c'est le sacrifice qu'il y a à faire, mais il faut le faire. Et puis, ça n'a rien donné. On a pris une mauvaise direction. Puis là, on est comme englué. On est dans des sables mouvants. On n'est pas capable de s'en sortir. Puis, honnêtement, contrairement à Aston Martin, je vois pas comment Williams va faire, en tout cas pour cette année, pour mieux performer. Alors, je pense qu'ils vont chuter au classement. Donc, ça va être encore plus décevant. C'est comme, on a fait un pas en avant, mais on en fait 4 en arrière. On en fait un en avant, on en fait 4 en arrière. Puis, tu sais, c'est aussi vrai depuis que James Vald est arrivé. Donc, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, Martin. Moi, j'avais de grands espoirs. Malheureusement, ça se matérialise pas. Et j'ai hâte de savoir vraiment où on s'est trompé et de comprendre ce qui s'est passé. Puis j'espère qu'on va nous le dire un jour. Parce que là, c'est quand même grave parce que Sainz, à mon avis, est en train d'être déchanté, d'être démotivé. Puis ce qu'on a vu en fin de semaine en Hongrie, c'est pas Carlos Sainz qu'on connaît. Donc, tu sais, il avait l'air absent totalement. Alors, on est en train de le perdre, là. Et rendu là, ben, c'est grave. Alors, pour moi, c'est C- pour Williams, une des grandes déceptions de l'année, tout près d'Aston Martin. Est-ce qu'on a besoin de répéter, Simon, qui, disons, le moteur Mercedes qui a signé tous les pôles cette année? Je sais que il faut construire de quoi autour d'un moteur, puis tout ça, mais quand même, cette équation-là, on l'a, puis on ne réussit pas à avoir au moins quelque chose, un peu de succès. On en viendra plus tard, ils ne sont pas les seuls à avoir un moteur Mercedes aussi, mais d'être aussi loin. À Aston, on peut toujours attribuer Ouais. une part du problème ou de la responsabilité à Honda. On ne peut pas faire ça du côté de Williams. On ne peut pas pointer du doigt. Côté fiabilité aussi, on a eu notre part de problème, mais pas. Je pense qu'on ne roule pas assez vite pour ne pas être fiable. Là. Ça n'a pas de bon sens comment on n'a pas de performance. Puis en fin de semaine, pendant que plein d'écuries ont comme été chercher un second souffle, on parle justement d'Aston qui a eu un peu de succès. On regarde du côté de McLaren qui est allé travailler très fort aussi pour aller chercher un très bon résultat. Mais du côté de Williams, on n'a pas eu une progression du tout au cours du week-end. On est chanceux que ça ne va pas bien pour Aston et Cadillac parce qu'on serait bonne dernière. Là, puis là, on se fait un peu sauver à cause de ça, puis on accumule. Ouais. On réussit à ramasser des points parce qu'on est comme les premiers là, à ramasser ce que les autres vont échapper de la table. Là. De ton côté, François, si on commence par, justement, tu le mentionnais, Carlos Sainz, ses performances, il y avait quand même eu des bons résultats. Là, si on doit lui donner une note depuis le début de la saison, tu lui donnerais quoi? Je lui ai donné un C+, parce que 3 fois seulement dans les points, si je ne me trompe pas pour Carlos Sainz, oui, c'est ça. 3 fois dans les points. Je me serais attendu peut-être à un peu plus de sa part. C'est sûr qu'il n'y a pas la meilleure voiture, mais tu sais, c'est pas le. On s'attend à un peu plus de constance et de brillance de Carlos Sainz, puis c'est pas ce que je vois en ce moment. Donc, tu sais, il y a quand même des résultats passer le top 15 là, à répétition au 15e. Là. Donc, c'est ça. Je suis vraiment déçu de Carlos Sainz cette année. Moi, quand c'est difficile d'évaluer les performances de la voiture, j'ai tendance à regarder qu'est-ce qu'il a fait versus son coéquipier. Mhm. 9-2, là, un score comme ça, face à Alex Albon en qualification,
il est pas mal en train de le laminer. Là. Il restera pas grand-chose d'Alex Albon si on continue dans ce sens-là. Puis quand on regarde l'écart, ben, c'est un écart de plus de 2 dixièmes sur la moyenne. Il est dans le positif du côté de Saints. Mais de mettre quand même un 2 dixièmes en moyenne sur un gars comme Albon, qui a de l'expérience aussi, qui n'est pas une recrue. C'est pas un gars qui vient d'arriver. Là. C'est facile de coller 2 dixièmes peut-être à un jeune pilote ou quoi que ce soit. Il faut quand même le faire. Mais de le faire à un gars d'expérience comme Albon, chez lui, dans son écurie qu'il devrait connaître plus, j'ai l'impression que Saints, il faut quand même que je lui donne un B. Mais je suis d'accord aussi avec toi, François, que peut-être qu'à certains moments, on aurait vu voir mieux. Surtout notamment là, des décisions spéciales, des accrochages ou des fois, Carlos a tendance à faire ça, là, ou justement de ne pas laisser passer un meneur d'une épreuve ou un gars qui se bat pour la tête. Là, ça, c'est des choses qui. Mais c'est peut-être justement le découragement, puis il n'est pas là pantoute, que ça fait ça, puis il se demande quel choix j'ai fait de choisir cette voiture bleue-là. Carlos Sainz, de ton côté, Simon, tu lui as donné quelle note? B-, mais j'adhère à ce que vous avez dit. Je pense que il y aurait eu un B, mais là, les derniers Grands Prix où il est en train d'être absent mentalement, lui ont fait perdre des points. C'est sûr que c'était pas beau en Hongrie, là, vraiment pas. Alors, je pense qu'il malheureusement, à cause des contre-performances de la voiture, il est en train de prendre la mauvaise voie. J'espère qu'il va se retrouver à temps parce que c'est son seul espoir s'il veut trouver un volant ailleurs. Mais je lui ai donné un B- parce qu'il lamine Albon, là, qui est pas dans le coup du tout depuis un an. J'adore l'expression. Moi, j'ai dit, Ah, il était en train de le laminer. Lui, il a confirmé. Il lamine. Il est officiellement laminé. On a eu le saut d'approbation Simon Bachat. C'est un laminage qui se passe chez Williams. Je voulais savoir, Simon, je l'ai gardé pour toi exactement, parce que je sais que tu as été critique à l'endroit d'Alex Albon. Donc, j'ai fait exprès de débuter avec toi sur celui-là, de te donner la parole en premier, parce que t'as été critique, mais avec raison. Il n'a pas fait grand-chose là, pour s'attirer, me semble, des compliments de ta part. Là. non, pas du tout. Mais il est chanceux à quelque part parce qu'il est tellement mauvais que personne pense à lui en ce moment pour un volant dans une autre écurie. Et je pense que Williams voudrait quand même le garder, surtout s'il y a des rumeurs que Sainz veut s'en aller, parce que ça va assurer la continuité. Donc, à quelque part, il s'aide en étant pas bon, mais tu sais, je dirais pas qu'il s'en vante, là, tu sais. Excusez-moi. Ça va pas bien. Puis l'attitude aussi, tu sais, on en parlait tantôt du côté de Stroll, mais Albon, depuis le début de l'année, je trouve pas que c'est le Alex le fun avec le sourire et tout ça. Peut-être qu'il aurait besoin de retrouver le plaisir de piloter. Je sais qu'il est peut-être le premier déçu de dire hey, tout ce que j'ai passé comme temps chez Williams, je pensais que il a peut-être dit. On a eu aussi des offres. À un moment donné, on parlait de peut-être un retour chez Red Bull ou des choses comme ça. Il a laissé passer ça pour rester là. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'il en veut à l'écurie et qu'il a de la misère à retrouver son sourire? Mais côté performance, c'est depuis Vegas, un peu avant ça. Hein, tu avais entouré là, sa performance, notamment à Vegas l'année dernière, ça allait déjà pas bien. Puis depuis ce temps-là, la pente Mais en fait, descendante. depuis le break là, de l'année passée, que Sainz est vraiment passé en avant de lui. Puis la fin de saison passée, c'était Sainz quasiment à toutes les qualifications en avant, puis depuis le début de la saison aussi. Donc, ça fait un an, là. Ça fait quand même longtemps, là. Longtemps, non, c'est ça. Ton côté, François, que penses-tu du début de saison d'Alex Albon? Je lui ai donné un C pour Alex Albon. Il a l'opportunité, c'est le bon mot, de démontrer son talent en ayant un pilote comme Carlos Sainz à côté de lui. Ça fait bon, c'est la deuxième, je crois, saison ensemble, mais ou trois peut-être, ça passe vite. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Bon, n'oublions pas qu'avant, il y a toujours eu pas mal des pichous à côté de lui. Oui. Donc, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait de différence de 2 dixièmes, etc. Carlos Sainz, c'est un gagnant Grand Prix. Je considère que c'est sur papier, un meilleur pilote qu'Alex Albon, mais Albon, il a droit à une deuxième vie en F1 parce qu'il avait perdu un volant extraordinaire chez Red Bull. Ce qui est très rare. Donc là, il a l'opportunité de démontrer. Puis, tu sais, je l'ai vu faire des belles choses dans sa carrière. Donc, c'est le temps là, de démontrer parce qu'il n'y en aura pas une troisième. Je suis convaincu de ça. Donc, voilà, il a un C parce que cette année, il faut qu'il retrouve une flamme parce que, comme tu dis, là, c'est sûr qu'il est absent, il est invisible, mais en même temps, sa valeur va baisser. Puis on parle souvent des pilotes de F2 ou quoi que ce soit, des champions, etc., qui n'ont pas l'opportunité d'aller en F1. Eh bien, si Albon, c'est peut-être un nom qu'on va voir sortir et enfin, peut-être voir un autre pilote rentrer. Je dis enfin, là, c'est figuratif, là, mais c'est ce que je veux dire par là. Je comprends. Ça se peut que ça arrive. Tu le souhaites pas. On souhaite. Moi, je le souhaite pas à Albon parce que je l'aime, mais en même temps, si c'est pour faire de la place à quelqu'un qu'on veut voir, un Fornaroli ou n'importe qui, d'autres de pilotes qu'on aimerait voir en F1 qui s'amènent. Moi, j'ai donné un C.
J'ai donné un C- à Albon parce que OK. il me déçoit quand même parce que c'est un gars que j'avais beaucoup d'estime en lui. Je trouve que c'est un gars qui est normalement rapide. C'est un pilote qui est capable. Justement, il y avait une très belle opposition envers Carlos Sainz. Là, ça semble complètement détruit. Puis là, on n'a pas le choix de tomber dans les comparatifs. Tu disais, ça fait longtemps. Il y a eu on va reprendre le mot pichou, des gars Ah oui. qu'on ne peut pas vraiment estimer des coéquipiers de qualité. Il faut retourner au moment où il était avec Verstappen, puis on se rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça ressemblait aux chiffres qu'on voit présentement. Peut-être encore pire, mais fait que là, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est juste qu'il a été chanceux de tomber sur des coéquipiers un peu plus ordinaires ou des coéquipiers qui apprenaient pendant ce temps-là? Donc, je suis très déçu d'Alexandre Ball. Encore une fois, c'est pas ma plus grande déception, mais j'espère qu'il va être capable de faire mieux parce que j'ai plus d'estime en lui que ce qu'il nous a présenté jusqu'à présent, ou du moins pour prendre ce que Simon disait, depuis au moins la pause d'été l'année dernière de ce qu'il nous présente, il n'est pas l'ombre de lui-même, autant côté dans son non-verbal, son attitude, comment il se comporte, que sur la piste. On parle d'Audi maintenant, qui ont fait leur début en Formule 1 cette année. Bien sûr, on repart de l'écurie Stack Sauber, donc on ne part pas à zéro, on a l'usine en Suisse, mais on est quand même une écurie d'usine à part entière. On crée notre propre moteur. On a aussi un emblème de marque avec le nom Audi. On doit protéger aussi cet héritage-là. Je ne sais pas si Simon implorait leur attitude lorsqu'on s'est présenté au début du projet de Formule 1, mais on est quand même arrivé avec les gros sabots. On sortait les gros slogans de dire un vrai moteur allemand en Formule 1. On me disait des choses comme ça, bien sûr, pour lancer des flèches Pas aux eux flèches que je d'argent. pensais Ah, pour OK. répondre à ta question. Je m'interrogeais tantôt, est-ce qu'ils attaquaient Audi ou c'était. Non, c'était pas eux. Mais quand même, leur amener qu'on a eu un peu cette attitude-là au début du projet. Certains diront qu'il y avait un esprit de commercialisation, de marketing, puis l'attitude probablement qu'il fallait avoir. Malgré ça, je les attendais avec un brick et un fanal pour prendre la bonne vieille expression. Je me suis dit, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire, ce qu'ils vont être à la hauteur. Ils ont eu un B. Moi, je leur donne un B pour leur début de saison. Pour l'innovation, on essaie des choses, on n'a pas peur de donner des courbes à notre voiture, pas juste pour qu'elle soit belle, mais d'essayer. Clairement, on voit quelque chose que les autres ne voient peut-être pas. Est-ce que c'est la bonne affaire, c'est la bonne méthode? On le saura peut-être, mais pour l'instant, on n'est pas complètement largué aussi. Donc, j'aime le fait on n'essaie pas de reproduire une voiture qui a du succès. On n'a pas essayé de faire une Mercedes rose ou une Mercedes argent avec des anneaux dessus. On a juste essayé d'être Audi puis d'innover dans un domaine de course automobile. Puis depuis le début de la saison, je trouve ça intriguant de voir ce qu'on nous présente au circuit à chaque week-end. On a fait des erreurs du côté de la fiabilité de notre moteur, mais encore là, un premier moteur de Formule 1, essayer de concevoir ça, c'est normal que ça vienne avec son lot de problèmes puis son lot d'expérience à vouloir apprendre aussi d'un domaine on est tout nouveau là-dedans. Donc, je trouve qu'on fait bien dans les circonstances. On a 12 points. Encore là, on va dire, si ça n'avait pas été des piètres performances, peut-être que 12 points, on serait très loin. Mais quand même, on a quand même bien fait. On a réussi à marquer des points depuis le début de la saison. Donc, j'ai donné un B à Audi. As-tu été aussi généreux que moi avec l'écurie allemande de ton côté, François? J'ai été exactement généreux comme toi. J'aurais envie de leur donner un B- à cause de la livrée, mais Ouais. c'est pas important. Ça aurait été mérité. Ouais. Pascal aurait dit ça. Pascal aurait donné un C, d'après moi. C'est ça. Mais tu sais, Audi, ils frisent tout le temps le top 10. L'auto est Ouais. là. Donc, tu sais, avec leur propre moteur, comme tu dis. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, malgré la livrée, sont bien dans le juste milieu, je dirais. Donc, B, je pense que c'est légitime comme note pour cette écurie-là. De ton côté, Simon, as-tu réussi à pardonner à Audi de ne pas être parvenu encore à passer devant Racing Bulls rendu à la mi-saison et de leur donner une note positive comme on l'a fait? Oui, pardonnez. Moi, j'aime ce que je vois d'Audi. J'ai l'impression que c'est un projet crédible, sérieux. Donc, je leur donne un B. Le départ de Jonathan Wheatley, là, ça aurait pu faire reculer l'écurie. J'ai pas l'impression que ça a été le cas. Donc, quand même, il faut le souligner. Je trouve que Mattia Binotto mène bien sa barque. Donc, comme je dis, j'aime ce que je vois. Le plus grand danger, c'est qu'on veut devancer le changement de règlement de 2031 à 2030. Là. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de politiques qui se décident là, dans les coulisses des paddocks, mais je ne sais pas si Audi va être intéressé de continuer longtemps ou d'investir très longtemps si on est là juste pour 5 ans parce que l'électrique, ils y tiennent, mais en tout cas, ils pourraient peut-être aussi changer leur position, on verra bien. Reste que pour le moment, je trouve que tout va très bien. On a eu des très bonnes qualifs en général. On a perdu beaucoup de points en début de saison parce que les départs étaient tout le temps mauvais. Et là, on l'a corrigé, ça. Alors, ça paraît là, dans les résultats des derniers Grands Prix. Donc, je trouve que ça se passe bien pour Audi. Puis
contrairement à ce que Ferrari avait fait, on avait décidé d'opter pour un méga turbo. Et Mhm. là, on risque de ce qu'on entend, on devrait corriger la situation. Donc, peut-être préparer une autre forme de turbo ou être capable de compenser pour ça. Parce que clairement, c'est probablement le talon d'Achille de Audi depuis le début de la saison. Le fait qu'on a un gros turbo, si tu parlais des départs, ben, autant que si ça favorisait Ferrari d'en avoir un petit, ben, facile de comprendre ce que ça faisait, l'effet contraire du côté de Audi. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller pour le reste de la saison quand on va être capable d'assembler ça sur la voiture. Mais encore là, ça fait partie qu'on a osé. Quelque chose qu'on s'est trompé, on n'était pas dans la bonne direction, puis on va travailler, puis on va se reprendre là-dessus, mais on ne s'est pas trompé sur toute la ligne, clairement. Là. C'est ça que je trouve quand même intéressant depuis le début de la saison. Du côté des pilotes, j'ai trouvé ça difficile. Encore une fois, à cause qu'il y a tellement eu de malchance, des problèmes de fiabilité. Donc, de ton côté, je sais que tu l'aimes beaucoup, Simon, Gabriel Bortoletto. Tu as déjà fait l'éloge comme quoi que c'est un bon talent, c'est quelque chose à surveiller. J'ai déjà même renchéri en disant que on est en voiture du côté d'Audi, pas faire un mauvais jeu de mots, mais que on est en plusieurs voitures. Excusez-moi, j'ai le facile. Comme quoi que du côté de Bortoletto, j'aurais pas de complexe à bâtir une écurie et à dire c'est lui notre avenir, c'est notre pilote d'avenir et à faire attention et à le garder. Quelle note lui as-tu donné pour son début de saison? Un B. Et je partage ce que tu viens de dire. Si un jour Audi il va chercher des victoires et peut même jouer le championnat, ce sera avec Bortoleto. Je pense qu'on comprend ça maintenant. Ouais. J'ai donné la même note que toi à Gabriel Bortoletto, même si j'ai eu énormément de difficultés à l'évaluer à cause que justement les performances, mais quand tu regardes au niveau des points, le gars est allé chercher 10 points pour son écurie. C'est sa deuxième saison en Formule 1. Si t'as pas Bortoletto, là, si Bortoletto rentre des murs ou perd sa voiture ou fait comme d'autres recrues on a vu par le passé, même des gars qui ont eu des championnats de F2 comme lui a, si lui n'a pas ces points-là, fait des erreurs, on a simplement 2 points pour l'écurie Audi. Puis là, je peux vous dire qu'on est probablement en train de donner des notes bien différentes pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, les 10 points de Bortoletto, on les avait grandement besoin du côté de cette nouvelle écurie-là. Donc, même chose que toi, j'ai donné le B pour Gabriel Bortoletto. Vas-y, avec toi maintenant, on va y aller, François. Tu peux aussi dire pour Bortoletto, comment as-tu trouvé son début de saison? Je peux Bortoletter maintenant? Ouais, tu vas En fait, ouais, bon, Bortolette avec nous. ouais, Cadillac a eu son C, mais Bortoletto a son B. Ouais. Chose de Bortoletto qui est intéressant, comme vous le dites, ben, c'est un peu le fait qu'il aussi termine ses grands prix. Il frise toujours le top 10, toujours dans ces eaux-là. Là, je pense que le pire qui est terminé cette année, c'est 13e. Il y a une course où il n'a pas. C'est pas qu'il n'a pas fini, il n'a juste pas pris part à la course, donc ça, on ne peut pas vraiment compter ça pour un abandon de mon côté. Donc, Bortoletto B, quand même impressionnant. Pas trop de coups d'éclat non plus, mais je pense pas qu'il y a la voiture pour le faire. Donc, j'ai hâte de le voir dans une voiture performante, Bortoletto. Si Audi réussit à le faire, mais je pense que si Audi ne réussit pas à livrer la marchandise d'ici quelques années, Bortoletto est le genre de pilote qui va probablement se faire recruter par une écurie de pointe parce qu'à date, il est solide. Nico Hülkenberg, qui est le gars d'expérience, qui est le pilote allemand, euh, a quand même pas fait de points avant le dernier Grand Prix de la saison. Le dernier Grand Prix qu'on vient de voir, là, il était sur une séquence assez difficile, donc pas de top 10. A quand même le dessus dans le pointage là, versus son coéquipier. Il y a des situations, encore des circonstances, mais on n'avait pas vu encore Hülkenberg vraiment s'accomplir ou dire ben, c'est moi le vétéran de l'équipe, je vais vous aider, on est une nouvelle écurie, on va travailler. On ne sait pas les sacrifices qu'il fait à l'arrière, mais quelle note lui as-tu donné là, pour le vétéran de l'écurie Audi? De mon côté à moi ou Oui, ton de côté, côté à François. Simon? Ouais, ton Je côté. lui ai donné B-, pardon, Hülkenberg, parce qu'évidemment, je m'attendais à ce qu'il, avec l'expérience qu'il a, toujours été un pilote très rapide, qui a peut-être se rapproche un petit peu plus du résultat de Bortoletto. Je suis pas trop sévère envers Nico Hülkenberg. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens d'entre vous qui m'ont peut-être lui donné du C+, mais bon, j'ai comme espoir en ce pilote-là. J'aime son attitude tout le temps. Donc, B-, tout simplement pour Nico Hülkenberg. J'espère qu'il va rebondir un petit peu mieux. Ça a été. Moi, j'ai passé très près de donner B à Bortoletto et B à Hülkenberg. Mais je trouvais que OK. Hülkenberg ne méritait pas un B. Je trouvais que l'écart était pas. Fait après ça, je me suis dit, oh non. Le B pour Bortoletto et le B- aussi pour Ah, Hülkenberg. ben Donc, oui. j'ai exactement les mêmes notes. J'ai vu la même situation que toi face à ça. Mais c'est un gars que j'aime beaucoup. Je crois encore que Mhm. probablement que Saint est un meilleur pilote à son âge. Probablement aurait été peut-être
aider plus Audi, on ne le sait pas. On sait que Hülkenberg avait été quand même un bon complément pour développer chez Haas à certains moments pour régler des problèmes. Mais il faut quand même mettre des résultats sur le tableau. Même si on aime un gars, même s'il faut rester objectif, ça a l'air d'un bon vivant, il a l'air heureux d'être là. C'est un bon pilote qui a du talent, mais quand tu as juste mis 2 points sur le tableau, ton pilote, ton coéquipier en a mis 10, je me rappelle la malchance, la fameuse roche qui a fait que sa voiture a fermé. Là. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après ça, il y a eu une collision à Monaco en fin d'épreuve. Je me rappelle pas si c'était lui qui était dans le tort, mais il me semble qu'il avait été pénalisé là-dessus. Donc, il y a certaines circonstances où il aurait pu marquer des points et des malchances sont rentrées en ligne de compte, mais c'est quand même le gars qu'on paie pour être capable de essayer de survivre à ces situations-là puis rapporter des points à l'écurie. De ton côté, Simon, quelle note as-tu donné au pilote allemand Nico Hülkenberg? Ben, moi, je lui ai donné un C+. Alors, François, tu avais raison. Il avait vu juste, oui. Oui, exactement. L'écart, comme tu as dit, est grand. J'ai juste l'impression, l'année dernière, je pense que Hülkenberg joue bien son rôle de vétéran qui va prendre le nouveau pilote sous son aile puis l'aider à progresser. Je m'attendais à ce que ça se poursuive cette année, mais je constate que Bortoleto, à mon avis, est passé en avant. Donc, Hülkenberg, faut qu'il démontre là, qu'il est quand même capable de rouler à peu près au même niveau que Bortoleto. Dans les qualifications, ça se passe assez bien. C'est en course où je trouve que c'est différent. Alors, puis, je suis conscient là, qu'il y a des circonstances, que la fiabilité joue pour beaucoup. Reste qu'à quelque part, tu sais, à la fin de la saison, quand l'écurie va regarder, est-ce qu'on va dire qu'il y a des circonstances ou on va se dire des excuses? Alors, je le sais pas. Et je pense que Hülkenberg doit prendre son avenir davantage en main puis donner des résultats maintenant pour justement que Audi n'ait pas le réflexe de regarder si on peut s'améliorer en allant chercher un meilleur deuxième pilote. Alors moi, je prendrais pas de chance si c'était lui. Je voudrais pas laisser la chance à l'écurie de penser ça. Non, exactement. Il doit amener, ça va dans la même lignée que je voulais aller. T'emmènes des points, tu dois mettre des points sur le tableau. Peu importe comment, tu dois trouver une façon d'aller les chercher. Bortoleto réussit à le faire, donc Hülkenberg doit trouver une façon de le faire dans la deuxième partie de saison. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si gros cet écart-là. Puis pour revenir un peu sur Audi, là, on n'est pas si mauvais que ça quand on regarde. On a une moyenne d'accumuler quasiment 1 point par Grand Prix présentement. Et c'est quand même pas. Tu sais, on part le nouveau moteur, nouvelle voiture, puis on a une moyenne de 12 points sur 11 Grands Prix. Donc, on réussit au moins à marquer avec une voiture dans la moyenne pas mal à tous les Grands Prix. C'est pas arrivé comme ça, mais on comprend ce qu'on fait une moyenne sur les 11 qui est arrivé. Donc, quand même, des bons débuts de saison. Donc, Hülkenberg a une voiture sur lui pour être capable de faire la différence puis de jouer les points. Il a commencé à le faire puis d'aller justement soutirer des points à 2 gars qui ont beaucoup moins d'expérience que lui. Un, son coéquipier Bortoleto, mais aussi les 2 autres vis-à-vis chez Racing Bulls qui sont Arvid Lindblad et Liam Lawson. Tantôt, tu as dit, Simon, pas d'excuses. J'ai envie d'utiliser ça pour l'écurie Haas. Haas n'a pas le droit d'avoir d'excuses. Encore une écurie qui voit toujours vers le futur, qui nous dit toujours on pense à demain, on pense à demain, on pense à demain. Finalement, ce demain-là n'arrive jamais. On apporte des évolutions en fin de saison. La plus grande, la dernière grande évolution qu'on a amenée chez Haas, que je me rappelle, c'est le livre de Gunther Steiner. Là. Ça permet la dernière grosse affaire qu'on a faite, qu'on a sortie. J'exagère parce qu'on a quand même eu des beaux moments. En début de saison, la raison pourquoi on a 21 points, c'est à cause du début de saison, là, parce qu'on roulait devant les Red Bull. Je veux le rappeler, là. C'est une grosse partie de ça qui était à cause du moteur Ferrari. Les départs, on se rappelle avec le gros turbo, on le mentionne encore, on était capable de décoller du côté de Haas, on réussissait à profiter de ça, puis on avait quand même la voiture pour la garder devant, la positionner, puis garder un Max Verstappen à l'arrière pour plusieurs tours. J'ai l'impression, là, je vous parle de ça, j'ai l'impression que ça fait 10 ans de ça, tellement que ça l'a été à l'autre sens. On a un bon pilote en Oliver Burman, un pilote rapide, qui ne réussit plus, même, il est allé chercher 18 points, là, une grosse partie de ça en début de saison, mais qui ne réussit plus justement à percer les top 10, puis on sait qu'on l'a le pilote pour le faire. Ocon, on en viendra plus tard, là, c'est une autre situation, on ne sait plus trop, mais j'ai donné un C+, à l'écurie Haas, qui n'apporte pas d'amélioration vraiment, qui ne développe pas, bien sûr, la voiture, qui ne dépense pas le budget qu'on avait demandé à avoir en Formule 1, parce que c'était supposé régler tous les problèmes. Finalement, nous autres, on dit, bon, on va continuer à dépenser moins que tout le monde puis espérer des résultats. Au début d'une nouvelle ère, début d'une nouvelle réglementation, si tu ne mets pas l'argent que tu es supposé mettre, tu vas juste te retrouver au fond. C'est pas vrai là, qu'on veut jouer les Aces d'Oakland des années le Moneyball. Là. Je pense pas qu'on va faire ça en Formule 1. Là. Nous autres,
on va miser sur les probabilités puis essayer d'être plus smart que tout le monde en dépensant moins d'argent. Bah, je serais bien surpris, je serais pas bien surpris que ça arrive. Des grosses chances que tu vas te ramasser à être bonne dernière si tu continues d'avoir cette optique-là puis de penser comme ça, parce que tes vis-à-vis ne sont plus des écuries de bas fond. Mis à part Williams, là, qui a peut-être de la misère à dépenser les sous, Audi va mettre l'argent, Cadillac va mettre l'argent, puis Lawrence Stroll avec ses 3 carnets de chèques, puis sa Mastercard, puis son American Express, il va en mettre son argent. Fait que, ton côté, François, quelle note as-tu donné pour Audi? Je suis sûr que Lawrence Stroll a juste une American Express. Celle qui se coupe pas avec des ciseaux. OK, maintenant qu'on parle de Haas, moi j'ai été un peu plus sévère que toi, je leur ai donné un C. Euh, pour ça, écoute, c'est comme s'ils couraient sur un tapis roulant, ça avance pas leur truc. Oui. Plafond budgétaire, c'était censé sauver la vie d'une écurie comme Haas. Haas, qui est vraiment pas une petite compagnie, écurie qui est dans d'autres séries ou qui était plus présent dans d'autres séries, là, qui était une écurie de pointe. Donc, ça a toujours été un autre synonyme de performance Haas à ne pas mêler avec Newman Haas des années 90 à Indy, mais bon, c'est un autre Haas. Cela dit, là, le plafond budgétaire, et surtout que Haas voulait vendre son écurie à un moment donné, il était complètement découragé. Là, ça a pris énormément de valeur, son écurie. C'est un bon investissement qu'il a fait. Et le plafond budgétaire est quand même très bas. Là. Je veux dire, c'est pas difficile à dépenser. Là. Donc, non, je trouve que l'effort n'est pas là. On dirait qu'ils veulent juste être là, dans le milieu de peloton, puis ils n'ont aucune ambition, cette écurie-là. Oui. Tout simplement. Donc, je sais pas. C'est décourageant. J'aurais pas donné ces moins parce qu'il y en a qui font pire qu'eux autres. Mais c'est parce que c'est ça qui est ça. Mais en grande partie à cause du début de saison. Mais c'est quoi la vocation de Haas? On veut développer des pilotes? On veut gagner? Tu sais, Je sais pas. Simon mentionnait que Racing Bulls, la vocation de l'écurie, c'est développer. On n'est pas une écurie de développement chez Haas. En tout cas, à moins que c'est ça le projet de juste dire, nous autres, on veut développer des pilotes pour Ferrari. On veut. C'est pas Parce que ça. là, on a l'air de juste vouloir ramasser l'argent des commanditaires. Puis, est-ce que je suis obligé de rappeler qu'il y a Toyota qui était Ben oui, Gazoo Racing, je voulais en parler l'année passée. C'était arrivé comme ça. Cette collaboration-là devrait nulle part. amener un apport. Donc là, à date, on le voit pas, l'avantage de ça. Ben, ça ressemble à ce que Toyota avait en F1. C'est un beau logo, là. Ouais, oui, des belles couleurs, mais ça ressemble à ce que Toyota apportait en F1 avant. Là. On n'apporte pas grand-chose. Ça, oui, c'est ça, je suis d'accord. Ton côté, Simon, quelle note as-tu donné à la... Ben, bientôt, on va dire la deuxième écurie américaine, mais elle est encore la première, la meilleure des écuries américaines. Ouais, mais pour combien de temps, comme vous l'avez bien dit? Moi, je lui ai donné C-, pour ce que vous avez dit, le manque de volonté. Tu sais, on a quand même débuté l'année en force. Behrman a fini 7e en Australie, 5e en Chine, puis c'est comme si après ça, on s'était dit job well done, les gars, on se reprend l'année prochaine. C'est dommage, là, surtout pour un gars comme Behrman qui est plein de talent, là, donc on le gaspille. On le forme même pas. En tout cas, moi, je trouve ça super plate. J'ai l'impression que Haas, en ce moment, c'est plate de dire ça, là, mais c'est comme si on cherchait à aller dans le groupe avec Williams, puis même Aston va passer devant peut-être, puis on va chicaner avec Williams pour être le meilleur avant-dernier. Là, voyons, là. Alors, je vais répondre à votre question, les gars. Moi, je pense que le but de cette écurie-là, c'est de prendre la valeur, puis Gene Haas va la vendre au bon moment, mais j'espère que la F1 Money va aller le voir et va dire soit que tu investis, soit que tu vends, et prends ta décision. La meilleure façon de le forcer à faire ça, c'est de mettre un plancher pour tout le monde. Dans tous les sports de plafond budgétaire, de cap salarial, on fait ça. On veut, on dit qu'on veut un plafond au nom de la parité, mais le plancher va exactement dans ce même sens-là. Si tu veux la parité en disant, on va limiter les gens de trop dépenser, pas de problème. Mais on va aussi créer un mécanisme qui va te forcer à mettre le montant. C'est pas obligé d'être le maximum. Moi, je le ferai au maximum. C'est ça que j'allais dire, Martin. Dans les autres sports, tu as 30 équipes. Donc, c'est normal qu'il y a des cycles et que tu sais que pendant 5-6 ans, tu n'auras pas de chance. Mais en F1, il y a 11 écuries. Et actuellement, il y a tellement de demandes, même, je dirais, que tu n'as pas le choix de dépenser le maximum du plafond. Parce que si tu ne fais pas ça, tu t'en vas. C'est ça. Moi, ça serait quasiment ça. Là, et le message serait clair. Ouais, moi, je voulais juste proposer une version modérée du concept, mais tant qu'à moi, là, je partage 100% ton avis. C'est le plafond, sinon tu t'en vas. Je m'en fous si tu veux le mettre dans un sandwich, pas de croûte, puis dans le champagne, puis dans le chose. C'est ça que je pensais qu'il ferait, moi, Martin, parce que vu que c'est une équipe sans ambition, puis qu'ils se sont dit Red Bull a pété le plafond un moment donné avec 400 000 de traiteurs, on va se gâter de la bouffe, puis on va se faire du barbecue à la
texane. C'est ça. Puis après ça, on rira d'eux autres parce qu'on dit qu'ils dépensent mal leur argent. Mais mets le montant. Mets le montant pour arriver à avoir un nombre de succès. Respecte tes pilotes. Respecte un gars comme Oliver Burman, que oui, c'est un prêt de Ferrari, puis son ambition, c'est pas d'être chez vous. Mais quand même, surtout. Peut-être une fenêtre de 5 millions entre le plancher et le plafond. Ouais. Parce que 5 millions, ça arrive vite avec une coupe d'accidents. Hein. Surtout que. Ouais. Non, mais je comprends ça qu'on se garde, là, on dépense Ça notre prend budget. une fenêtre. Là. On dépense notre budget d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est quand on part déjà l'année puis qu'on sait déjà que nous, on le mettra pas le montant. Ah non, les règles, ça, c'est sûr. Les règles du jeu, c'est ça. Puis nous autres, on se dit, ah ouais, on a le droit de se battre avec nos deux mains. Bon, nous autres, on va se mettre une main dans le dos, puis on va peut-être même aussi se mettre à genoux si on a une chance. C'est pas un gros pot, là. Ce serait le fun à la fin de l'année, Martin, d'avoir les dépenses de tous. On va essayer de les trouver si c'est possible. Mission. On le voit avec la profitabilité des fois. On réussit à arriver à un montant d'aller chercher juste notre argent. On va chercher le nombre de commanditaires qui payent ce qu'on a dépensé sa voiture, puis on arrive, la bonne vieille raison, arriver égal au bout de la ligne. Ouais. Là, on espère juste de dire, on a fait 2 millions cette année, c'est correct. Mais à la place de dire, mise un peu plus fort, une année investit un peu plus d'argent, va jusqu'au plafond budgétaire, puis peut-être que les commanditaires viendront. Oui, exactement. Field of Dream. Construis la voiture et les commanditaires viendront. Je suis en train de modifier ça. Monde de Formule 1. Et si on y va avec les pilotes, Oliver Burman, je commence avec toi, Simon. Le pilote britannique, le gentil pilote britannique Oliver Burman, t'attachant, beaucoup de talent. Tu as donné quelle note? B-, parce qu'il nous a montré ce qu'il pouvait faire en début de saison. Et là, un peu comme Sainz, j'ai pensé qu'il était totalement absent en Hongrie. Là. Je pense qu'on l'a pas vu de la fin de semaine. Alors, j'ai l'impression qu'il est en train de se démotiver, mais je veux pas voir ça. Alors, souhaitons que ça trouve sa force et son talent. Mais B-, il y a eu un très bon début de saison. J'ai donné un B, moi. Je pense qu'il a commencé à être fatigué. J'ai comme laissé un petit laisser-passer pour les dernières courses. Mais oui, en Hongrie, il avait l'air d'un gars qui avait besoin de vacances. Là. Il était pas là pantoute. Les drapeaux bleus, encore là, son problème, je refais la blague, là. Désolé aux amis qui nous écoutent, qui sont daltoniens, puis je fais vraiment pas ça contre eux autres, mais les drapeaux, Burman, c'est pas son fort. Là. Différencier les couleurs, un drapeau bleu, un drapeau rouge, un drapeau jaune, énormément de difficulté à comprendre ce que ça veut dire. J'aimerais pas ça, être avec lui sur la route de tous les jours. Ben, j'ai pas l'impression qu'il comprend ses feux de circulation non plus. C'est probablement son plus gros dépôt. C'est les couleurs, puis on l'a vu encore que les drapeaux bleus comprenaient pas qu'il fallait qu'il laisse passer les adversaires. Finalement, il y a eu une pénalité qui s'en est suivie. Mais je vais lui donner quand même un B, parce que je pense qu'il donne son meilleur, puis on va reprendre l'expression, là, pour ne pas reprendre l'expression laminer, on va dire qu'il est en train de laver le plancher avec Esteban Ocon. C'est ça qu'il est en train de faire avec depuis le début qu'ils sont associés. Donc, pour ça, je lui donne un B quand même. Ocon, c'est quand même un gars d'expérience. Ton côté, François, quelle note as-tu donné à Oliver Burman? Le B de Bearman. Parce que, en fait, c'est vraiment pas mal pour ça, parce qu'il est en train... J'ai pas hâte de voir Hamilton, moi. Oh mon Dieu! Heureusement qu'on a mis des C-. Il y a Verstappen aussi, hein, donc ça va descendre. On va regarder les noms de tout le monde. Mais tout ça pour dire que oui, c'est comme vous l'avez dit, il a bien commencé la saison. Là, c'est un petit peu moins bon. Est-ce que c'est la voiture qui périclite? Peut-être pas qui périclite, mais qui n'avance pas par rapport aux autres. N'empêche qu'il a vraiment le dessus sur son coéquipier. Qui est, comme tu dis, un gars d'expérience, un gars qui était un pilote de développement Mercedes à l'époque, donc, tu sais, on dit en anglais un gros prospect. Voilà, puis, tu sais, on le sait qu'il fait bien, qu'il a du bon potentiel, donc on aimerait ça le voir dans une meilleure écurie que ça. Combien de temps va-t-il encore rester là-bas? Là est la question, mais j'ai bien hâte de le voir On le sait, là, que tôt ou tard, là, à moins qu'il arrive vraiment quelque chose de catastrophique avec Oliver Burman, qui va se trouver un bon volant. Oui, autant dans la même lignée que Bortoletto, c'est un gars qui sait pas. Ouais. Ta valeur n'a pas baissé depuis qu'il est en Formule 1, elle a continué d'évoluer. Mais par contre, on peut pas dire la même chose qu'Esteban Ocon, même s'il a un super beau casque de Superman, puis qu'il a eu une performance raisonnable en Hongrie, là, qu'il a réussi à terminer devant son coéquipier. Quand même un week-end plus solide, on sait qu'il était dans l'endroit qu'il connaît bien, sa seule victoire, sa première victoire en carrière, et sa seule, bien sûr. Il était là, donc on voyait qu'il était en confiance. Mais moi, ça a fait l'effet contraire. Je vais te laisser donner la note, mais moi, ça a fait l'effet un peu contraire de me dire, il est capable, mais ça ne tente pas toujours. Là, c'est là parce que, encore, je vais faire un parallèle avec d'autres sports, mais là, parce que tu joues contre ton ancienne équipe et tes anciens chums, tu vas impressionner tout le monde. Là. Mais le restant de l'année, quand tu joues contre les autres équipes, pour nous autres, tu fais rien. Mais là, c'est un peu ça. Il est arrivé en Hongrie, on dirait qu'il voulait jouer fort. Il voulait connaître une bonne fin de semaine. Mais j'aimerais ça voir cette attitude-là d'Ocon plus souvent dans la saison. Un gars, justement, qui veut faire la différence. Mais je te laisse donner la note, excuse-moi. Vas-y avec Ocon. Je lui ai donné un C parce que ça ne m'impressionne plus.
C'est surtout qu'il se fait laver par un jeune. Ocon, c'est un gars, c'est un multidisciplinaire. Hein, je l'ai dit, il a fait je l'ai vu dans plusieurs séries, là, mis à part la F1. Puis, j'ai toujours aimé ce pilote-là. Je commence à perdre un peu confiance en lui. Un pilote qui est dans la discussion pour ceux qui vont perdre leur volant cette année. Donc, s'il est dans cette discussion-là, on n'a pas le choix quand même de reconnaître les raisons pour lesquelles il est dans la discussion en tant que telle. Donc, un C. Je ne suis pas allé à l'extrême du C-, là, mais un C parce que je suis très déçu d'Esteban Ocon. Ouais, j'ai Il y a un hésité, C moi. dans son nom en passant. Mais j'ai hésité Bon, avec il m'a volé mon punch. Oh, c'est pas la première fois que je te vole de quoi. OK, on va recommencer. On va recommencer. Non, non. Recording stop. J'ai eu le. Moi, j'ai de la misère à pas lui donner le C-. Mais en même temps, la part de responsabilité, est-ce qu'elle revient juste à lui? Est-ce qu'elle revient à son ingénieur? Est-ce qu'il y a de la misère? C'est Ayao Komatsu aussi qui le connaît bien. Il est à 2/10 d'un pilote recru, Esteban Ocon. 2/10. C'est énorme. En moyenne, là, dans le négatif contre Berman, en moyenne 2/10 depuis le début de la saison. Ouais, j'ai pas le choix d'y aller avec le C-. C'est très sévère, mais en même temps, ça fait longtemps qu'il nous a pas montré quelque chose de gros là, pour montrer que le bon vieux Ocon qui prétend que si j'étais dans une bonne voiture, je serais champion du monde. C'est pas ça qu'on voit présentement. Là. Je le tiendrais très, très loin là, d'une très bonne voiture avec les performances qu'il montre présentement. De ton côté, Simon, quelle note as-tu donné à Esteban Ocon? Ben, moi, c'est un C. Ouais. Sauf que là, pour moi, Ocon, c'est pas ça le problème chez Haas. Là. Tu sais, c'est facile à dire, là, on va mettre un autre Ouais, pilote. ouais, Je pense alors. pas que si on met Camara ou Fornaroli, ça va être beaucoup mieux, là, D'accord. sincèrement. Je pense que Bearman emmène cette voiture-là un petit peu plus haut que sa vraie valeur en général, quand il est motivé. Et puis que Ocon donne un meilleur portrait de la situation. Alors, c'est pas beau. Alors, tu sais, oui, je blâme Ocon, effectivement. Là, tu sais, j'ai mieux aimé ce qu'on a vu en Hongrie. Faut qu'il batte Bearman plus souvent. Donc, tu sais, ce que j'ai dit sur Hülkenberg, ça s'applique à Ocon, effectivement. Je trouve juste que ça a été facile de mettre son nom dans le panier des rumeurs, là. Puis, je sais que des médias se sont gâtés avec ça, puis que Haas a pas fait vraiment la job pour faire taire ça non plus, parce qu'on spin des noms. Mais c'est facile de parler de changer de pilote quand tout va mal à l'intérieur. Moi, je me concentrerais sur la voiture avant. Moi, Simon, là, le fait qu'on ne dépense pas l'argent chez Haas, je pense que ça met une énorme responsabilité sur le pilote vétéran de trouver les petits détails qui vont faire évoluer la voiture. Je sais que tu vas dire, Ouais. ben, si on ne peut pas donner d'évolution, mais c'est justement quelqu'un qui est capable de trouver les réglages, de trouver comment bâtir un week-end de course puis maximiser la fenêtre de performance, ce que Hülkenberg était capable de faire. Ce que Ocon ne parvient pas à faire depuis le début de la saison. Et j'y vais dans le même sens que toi. Tu as beau amener un jeune, il ne va pas t'aider à développer ton écurie plus. Il va faire comme Berman, un week-end, il va te donner le maximum, il va te mettre peut-être des points ou apporte des points, mais c'est pas lui qui va te faire évoluer ailleurs. Ocon, normalement, il devrait être en train d'essayer de faire ça. Puis c'est pas Yuki Tsunoda là, qu'on entendait des fois dans les rumeurs. Là. C'est pas lui, Ah, monsieur. comment, oublions Non, ça non. tout de suite. C'est Là. ça. C'est pas monsieur. J'ai jamais entendu parler de gestion et de préparation de pneus en qualification. Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'un l'angle d'un aileron? C'est pas lui qui va venir dire on va développer une voiture et on va comprendre comment bâtir un tour en qualification et comment être compétitif sur un tour pour être compétitif sur 70 tours en Grand Prix. Donc, c'est peut-être ça que j'ai à attribuer autant à Ocon qui ne remplit pas sa responsabilité, mais à Haas, ça va dans le même sens, qui met justement ce fardeau-là sur le pilote français et sur ses pilotes aussi. De ton côté, François, quelle note as-tu donné à Ocon et son casque Spider-Man? Je lui ai déjà Tu as donné donné, un C. excuse-moi, on saute ça. On saute ça, on s'en C'est va tout bon. de suite. On s'en va. On a pas assez de temps pour commencer à donner 2 notes à chaque pilote. Non, surtout pas Alors, Ocon. on va y aller tout de suite avec Alpine, l'écurie rose, Mhm. qui s'en vient de moins en moins rose et que l'année prochaine passera à Gucci. On a réglé. Décevant. Ouais, on a réglé Ma fille adore l'écurie rose. Ah, mais ma mère l'appelle l'écurie gomme ballon. Fait que Oh. elle aime ça des voitures. C'est l'auto à ma fille. C'est mes autos, les autos roses. Ouais, et ça va être Gucci. Fait que là, si ta fille commence à s'intéresser à ça, ben, elle va Ah vouloir non, le ça va sac à coûter main. cher. Elle va vouloir le sac à main qui va avec. Oui. Des Simon, souliers. ouais, Simon, t'as 2 filles. Fais attention, toi aussi. Ça peut coûter cher, là. Oui, t'as raison. Ça fait en venir à là aussi. Ben, en tout cas, tout ça pour dire pour Alpine, on a réglé un gros problème en décidant de mettre fin à au grand désarroi, là, parce que l'histoire de la F1 avec Renault et tout ça, c'était triste de les voir quitter. Ben, on a décidé de ne plus faire de moteur, de devenir une écurie cliente, d'acheter le meilleur des moteurs, celui que tout le monde racontait en début de saison, dire le Mercedes. On a mis ça à l'intérieur de la voiture. On a accumulé quand même 61 points depuis le début de l'année. La progression,
autant que je trouvais qu'on faisait des petits miracles l'année dernière, dans les dernières saisons, dire on a le moins bon des moteurs, mais on trouve des façons d'être dans les top 10. Je trouve que maintenant, on a de la misère d'être dans le top 10. Donc, j'ai comme le goût de faire le calcul facile, de dire, d'attribuer que le fait qu'on a 61 points, c'est probablement en grosse partie à cause du moteur Mercedes, puis qu'on a peine à construire le châssis pour être compétitif avec ça. Racing Bulls nous a devancés. On a perdu beaucoup de notre momentum depuis le début de la saison. Si on en a vraiment eu un du côté de l'écurie française. En plus, à cause des performances de début de saison, on perd le temps de développement. On avait un avantage significatif sur les autres, de quoi comme 15% plus de temps de développement que les autres écuries, puisqu'on avait fini à l'arrière du peloton. Même plus que ça, je pense qu'on était à 20. Puis là, on a tout perdu ça. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans la deuxième moitié de saison avec moins de temps de développement? On n'a déjà pas accompli de grandes choses lorsqu'on avait cet avantage-là. Donc, j'ai donné un B- à l'écurie Alpine. Ça semblait peut-être plus négatif dans mon intro, mais on a quand même marqué des points. On se bat quand même pour le top 10, mais je trouve que le petit côté de plus qu'on devrait avoir, là, surtout qu'on se préparait depuis un certain bout, je trouve qu'on ne l'a pas encore mis sur la table. On ne s'est pas encore présenté de ce côté-là. J'y vais avec toi, François. Alpine, l'écurie française, je lui donne quelle note? Tu vois, je suis allé dans le B parce que moi, je le vois un petit peu plus du côté positif de la chose. Ils auraient pu s'effondrer comme Williams, Oui. qui ont le même moteur, qui plus est. Mais en changeant ce moteur-là, ils ont comme quand même un petit regain de performance. Bon, c'est peut-être pas nécessairement avec la courbe de progression qu'on aurait voulu. Néanmoins, ils sont quand même régulièrement dans les points. Tu sais, je te dirais que la seule écurie qu'on peut se poser la question, parce que c'est sûr que ça reste une écurie d'usine, là. Ben, ça ne l'est plus à cause qu'ils n'ont plus le moteur, là, Ouais. mettons, mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule équipe qui fait vraiment tâche, puis on va en parler après, c'est Racing Bulls. Sauf que, tu sais, Alpine est juste derrière eux. Ils pourraient être bien en bas de ça, comme ils l'ont déjà été, là, tu sais, ils ont quand même monté dans le classement. Vraisemblablement, moi, je vois ça encourageant du côté d'Alpine. On semble vouloir faire des bonnes choses. Le moteur donne un regain de vie. Puis, leurs pilotes semblent quand, tu sais, les pilotes sont pas trop largués, là. On va en parler dans pas long. Donc, moi, je le vois plus du positif. Un B, en plein dans le milieu avec Alpine. C'est rien de spectaculaire, mais rien de catastrophique de mon côté. Ouais. Je comprends le point que tu apportes parce que c'est pas tout mauvais ce qu'on fait. Sauf que tu me traiteras de négatif ou de pessimiste mais je regarde ça, je me dis 42 points, il y a un podium qu'on pourrait mettre en question aussi qui est là-dedans, qui est compté là, sur le podium de Gasly à Monaco. Heureusement Oui. qu'on l'a eu parce que la situation serait probablement bien pire et la note serait Mhm. probablement plus Ouais, basse que le ça, il y a B-. ça. Puis j'y vais avec ce qu'on nous parlait au début. Je me rappelle des déclarations de Pierre Gasly qui disait avec le moteur Mercedes, on devrait être capable de disputer la victoire ou disputer les podiums. Peut-être qu'ils mettaient La des objectifs. victoire, ouais, Ouais, peut-être qu'ils mettaient les objectifs un un peu peu. trop haut, mais on était quand même en droit d'espérer ça parce que McLaren venait de gagner 2 championnats constructeurs en étant cliente Mercedes. Mhm. Ça vient peut-être montrer encore plus les, l'accomplissement que Mhm. l'écurie Orange Papa a réussi à faire d'être pas une écurie d'usine puis de réussir à capturer 2 championnats constructeurs, qu'on se donnait, on était peut-être un peu influencé, un peu hypnotisé par ça du côté d'Albine. On se dit, c'est peut-être possible pour nous aussi, mais on est quand même encore à une grosse marge d'accomplir ça. Là, puis on va un peu, je trouve qu'on va un peu vers à reculons plutôt que d'aller de l'avant, surtout dans les dernières semaines. Audi s'en vient qu'on va probablement passer en avant de nous, puis on part de loin du côté d'Audi. Là. Simon, c'est quoi la note que tu leur donnes à Alpine? Moi, j'ai donné B-. Très bon début de saison, mais la garde de développement, on est en train de la perdre, là. Puis j'ai bien l'impression que la deuxième moitié de saison va ressembler à ce qu'Audi avait comme récolte. Je parle pas en performance nécessairement, mais tu sais, il y aura beaucoup de zéros. Et Audi puis Racing Bull vont avoir plus de points dans la deuxième moitié de saison, ce qui fait qu'on pourrait se faire dépasser, là. Alors, c'est un peu malheureux parce qu'effectivement, il y avait un beau potentiel, puis c'était quand même une belle histoire après l'année qu'on a eue l'année dernière, là, les mauvaises performances qui se succédaient tout le temps. Mais là, j'ai l'impression qu'on va retrouver un peu une Alpine vraiment en milieu de peloton, souvent 12e et 14e, et je trouve ça plate pour Gasly, surtout parce que je pense que c'est un gars qui a beaucoup de talent. Mais on mérite pas mieux que B-. J'ai donné des points de plus, en fait, pour ce qui s'est passé à Monaco, moi, parce que je trouve qu'on a bien joué la Oui. politique Ouais. derrière. Ouais. On avait une chance d'aller chercher un podium, là, en tout cas, par des moyens détournés. Et on l'a fait. On le méritait pas, mais on l'a fait. C'est encore trop tôt pour le dire, mais on a peut-être sauvé notre saison avec ça. Peut-être qu'on va sortir Ouais. au bout de la ligne et on va dire on a quand même accumulé tant de points.
à cause de ça. Tu parlais de Gasly. C'est un gars que Flavio Briatore disait un des 6 meilleurs pilotes de la grille. Sa note pour son début de saison, tu lui donnes combien à Pierre Gasly? Moi, j'ai donné B+. Il y a eu beaucoup de bonnes positions sur la grille quand la voiture était là, tu sais, des 7e puis des 8e places, là. Donc, B+ pour ça. Quand la voiture est bonne, il va te ramener des points. Il va te faire toujours une course honnête, Pierre Gasly. Il n'y a pas de week-end gâché vraiment. Alors, tu sais, est-ce qu'il est vraiment dans le top 6? L'année passée, on se disait que oui. Moi, j'ai tendance à penser que 6e, c'est pas fou de le considérer là. Alors, tu sais, quand on analyse de près. Alors, moi, je donne un B+ à Gasly. Pierre Gasly, je pense qu'il faut le garder motivé parce qu'il est capable d'accomplir beaucoup plus que ce que sa voiture lui permet de le faire. Les accrochages, il en fait rarement quand même. Je pense notamment à Spa-Francorchamps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Peut-être leur préjugé, mais lorsque j'ai vu une Alpine s'arrêter avec des morceaux qui manquaient, j'ai pensé que c'était le bon vieux Franco Colapinto qui revenait à ses vieilles habitudes. Finalement, non, c'est Gasly. Donc, c'est quand même rare qu'on voit ça de sa part. C'est juste de le garder motivé et de continuer de lui montrer que c'est lui le leader de l'écurie, qu'il faut continuer à nous tirer vers le haut. Je lui ai donné comme note un peu dans le même côté. Je lui ai donné un B- à Pierre Gasly, parce qu'il y a des moments, je l'ai trouvé, il fait des bons résultats, mais j'aimerais ça qu'il fasse la différence. Il essaie, là, je me rappelle notamment Q3, je pense qu'il est sorti c'était même pas un dixième, c'était en bas de ça. Donc, il y a ces Mhm. étapes-là. Je veux juste, si je vois Colapinto se rapprocher, même si l'écart est encore grand entre Colapinto et Gasly, mais je veux que Pierre continue de montrer que c'est un gars, comme tu écrivais il y a de ça quelques semaines, c'est un gars qui pourrait mériter un jour sa chance, même si on sait qu'il y a très peu de probabilité que ça arrive, mais mériter sa chance de retourner dans une bonne écurie. Mais il doit continuer de le montrer. Il doit continuer de montrer qu'il y a une marge entre lui et les autres et qu'il pourrait justement retourner là, même si je le répète, là, on pense pas que ça risque d'arriver, on sait jamais, là, ça change vite, mais c'est ça. Je veux voir le pilote qui est. On a laissé tomber la serviette trop tôt chez Red Bull. Je veux voir ce pilote-là plus souvent Ouais. Mhm. du côté Ouais. de Ouais. Gasly. De ton côté, François, la note que tu donnes aux Français? J'ai la même note que Simon, B+. Gasly, solide, pilote qui est exactement à la moitié de sa carrière, donc il devrait être, tu sais, Le techniquement, leader, ouais. ouais, Ouais. il est à son top, là. Il devrait être à son top, du moins, là. Puis il exécute bien, solide, amène des résultats. Tu l'as dit, hein, on aimerait ça, peut-être avoir sa chance. Il peut peut-être lui arriver le même événement qu'à Sergio Perez. On ne voyait pas ça arriver à un moment donné, Ouais. qu'une écurie avait Mhm. besoin d'un pilote. Comme c'est arrivé aussi à Valtteri Bottas chez Mercedes quand Nico Rosberg a pris sa retraite. Donc, on ne sait jamais quel événement peut faire que, hey, on va aller chercher Pierre Gasly. Je suis content de le voir là. Lui aussi, c'est comme un peu, je le mets un peu dans le même bocal qu'Albon, dans la mesure où il a échoué chez Red Bull, échoué avec des guillemets, là, chez Red Bull, ben quand même, hein. Puis il a eu une deuxième vie en F1, donc, mais il fait bien, là. Donc, comme on dit, il fait le maximum avec ce qu'il a, Mhm. puis je lui souhaite tout le positif à Pierre Gasly. En Argentine, il y a Lionel Messi, puis tout de suite à côté, il y a Franco Ils Colapinto. se connaissent. Oui, je veux que tu me donnes la note de l'Argentin pour son début de saison. Je lui ai donné aussi un B+, parce que Colapinto, on disait de lui qu'il était là seulement pour les commandites, hein. Je veux dire, il aurait perdu son volant en temps normal si c'était pas du fait il apporte quand même des capitaux, des commandites, tout ça. Donc, tout ça pour dire que là, maintenant, il fait moins d'accidents. Tu sais, il s'est beaucoup amélioré. Donc, je pense que ça commande une bonne note, voir le positif dans Colapinto. J'ai pas métissé, là, hein? On fera pas du lettrage toute la journée. Mais je suis content là, pour Franco. Tu sais, je l'aurais pas attendu dans ce rang-là au championnat à ce temps-ci de l'année avec ce qu'il nous a démontré dans les autres années. Il commande beaucoup plus de fiabilité sur sa conduite là, depuis le début de l'année. Donc, bravo à Franco Colapinto. Moi, étrangement, je lui ai donné une meilleure note qu'à Gasly. Je lui ai donné un B de où ce qu'il part, les accidents, les pertes de Mm. contrôle. Tout ça, là, il a nettoyé son jeu, là. On va dire ça là, depuis le début de la saison. Je trouve que là, il y a quelque chose sur quoi bâtir. On peut travailler avec lui, développer, essayer de travailler ses forces, capable d'accumuler des données pour être capable aussi lui proposer des réglages qui vont à sa conduite. Parce que quand tu es toujours dans le mur, puis quand tu es toujours en train de perdre des pièces, ben, on passe plus de temps à reconstruire ta voiture qu'à essayer de la faire aller plus vite. Et à ce Mm. moment-là, du côté de Colapetto, je trouve que c'est ce qui a changé depuis le début de la saison. Donc c'est pour ça que je lui ai donné une note positive de B. Ton côté, Simon, je suis sûr que tu me trouves trop gentil avec l'Argentin. Non, je lui ai donné un B, moi aussi. Ah oui, ok, t'as vu la même Oui. chose? Ouais. La raison est simple. Je n'étais pas certain l'année dernière que Colapinto avait sa place en Formule 1.
Et cette année, j'ai plus ce questionnement-là. Alors, je pense que c'est déjà une bonne avancée dans son cas. Je me fais pas d'illusions, là. Par contre, si un jour Alpine devient une écurie qui menace pour la victoire, tu sais, ce sera pas avec Colapinto. Non. Mais il y a quand même sa place là, dans les 22 pilotes de Formule 1. Alors, pour ce qu'on voit cette année, là, c'est pas gênant. Il est capable d'aller chercher des points de temps à autre. Il y a des week-ends off un peu trop souvent, là, mais c'est pas juste de sa faute. La voiture aussi compte là-dedans. Malgré tout ça, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré, comme vous l'avez dit. Alors, pour moi, c'est un B. C'est un gars aussi qui a encore. L'écart est encore très grand avec son coéquipier. Il faut qu'il travaille là-dessus. Mais comme on dit, peut-être le début de saison, puis ça va continuer de descendre. Mais oui, Colapinto, il nous donne le goût de poursuivre l'expérience, de continuer de voir ce qu'il peut nous donner. Quand il y en a d'autres qui sont encore en Formule 1, puis ça fait longtemps qu'on se dit moi j'ai tout vu ce que j'avais à voir de lui. Colapinto, j'ai l'impression que, comme dit, c'est pas un futur champion du monde, mais qu'on peut continuer de voir jusqu'où on peut développer ce pilote-là. C'est quand même un gars qui est capable d'être rapide à certains moments, en autant qu'il continue de conserver la voiture sur la piste. On parle maintenant de nos amis, ou de les amis à Simon Bachand, c'est-à-dire l'écurie Racing Bulls. On se rappelle que Simon avait dit qu'il, pour lui, l'écurie est une écurie de développement. Et il a totalement raison de mentionner ça parce que c'est la seule qui a cette vocation-là de développer des pilotes pour une grande écurie. On n'en a pas d'autres dans ce modèle-là d'affaires, au grand désarroi de Zach Brown chez McLaren et d'autres directeurs d'écurie. Donc, Racing Bulls leur note depuis le début de l'année. J'ai tenu en ligne de compte le fait que c'est une écurie de développement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre mission du côté de la petite sœur de Red Bull? Et j'en suis venu à la conclusion que je ne peux pas leur donner moins qu'un A. Parce qu'on offre une plateforme à Liam Lawson pour qu'il soit capable de sortir de sa coquille. On offre un baptême en F1 à Arvid Lindblad. On lui donne la plateforme justement pour montrer son talent, pour montrer ce qu'il sait faire, pour venir se développer, apprendre, mais aussi être performant. Et on fait une bonne voiture, là. On a quand même accumulé 66 points. On est juste derrière la grande sœur Red Bull au championnat des constructeurs. J'ai de la misère là, à regarder ce que Alan Perman ou un gars comme Tim Goss qui fait la voiture pourrait faire de plus chez Racing Bulls. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on accomplit notre mission à part entière. Je leur donnerai pas un A+, là, je ne ferai pas tomber personne en bas de leur chaise, mais je pense que le A, quand tu remplis la raison ou le mandat que tu as en début de saison, j'ai énormément de difficulté à aller en bas de ça. Ton côté, François, la note que tu donnes à Racing Bulls? Exactement la même. Je suis content de les voir où ils sont. Belle livrée, ben, en passant, c'est devenu ma préférée, là, sans aucun doute. Voir les résultats que les deux, ils sont toujours quasiment tout le temps dans le top 10 en qualification, donc on les voit bien aller là, lors des grilles de départ. Sérieusement, juste en arrière. Et des fois, ils finissent en avant des voitures Red Bull, là. Ils se battent avec eux en piste, du moins. Donc, c'est super intéressant de voir cette écurie-là. Comme tu dis, écurie supposément de développement, qui est en fait la meilleure des autres en ce moment. Donc, pour l'ensemble de l'œuvre, un A pour Racing Bulls. Et de ton côté, Simon, ta note pour Racing Bulls? Je pensais de vous étonner avec ma note, donc je suis un peu déçu, mais c'est un A, moi aussi. Ah! Oui, oui. Racing Bull fait tellement bien depuis le début de la saison. C'est pas mon coup de cœur des cœurs, mais c'est une des très belles surprises. Mention honorable, certainement. Alors, Racing Bull pourrait être cinquième parce que personne vraiment veut être là. Tu sais, Audi n'est pas encore rendu là, puis Aston Martin puis Williams ne sont pas de niveau actuellement. Mais j'ai pas l'impression que c'est démérité. Alors, tu sais, je pense que ça vaut des points. Ce qui se passe de mauvais avec les autres écuries, ça enlève rien à la réussite de Racing Bull. Puis en plus, on dirait qu'à mesure que la saison progresse, on raffermit là, notre emprise sur cette cinquième place-là chez les constructeurs. Donc, c'est encore mieux. C'est sûr qu'on n'a pas ce qu'il faut, puis on vise pas d'être dans le top 4, mais pour le moment, on est clairement la meilleure des autres. Donc, bravo à Alan Perman et toute l'équipe. Là, je pense qu'il faut souligner leur travail. J'espère que Red Bull va pas trop aller piger là-dedans, même si je pense que ça va arriver, pour justement que Racing Bull garde le momentum. Je trouverais ça plate si dans un an, on se reparlait puis il était retourné à 9e place. Là, ce serait quand même dommage. Donc, je veux pas ça. Alors, je pense que tout le monde fait très bien. On laisse les pilotes se battre. Donc, ça aussi, ça vaut des points. Ça serait très facile de dire gardez vos positions, les gars, faites attention, frappez. On le sent là, que l'accrochage, à un moment donné, il s'en vient. Puis on les laisse se battre pareil. Fait que moi, j'adore ça. C'est un A pour Racing Bull.
C'est rafraîchissant, tu sais, notre approche, comment qu'on a justement négocié les améliorations qu'on pouvait pas donner sur les deux voitures. Puis parlons-en des améliorations dans nos trajectoires techniques présentées par Service d'outils FGL, votre référence stratégique gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee à Laval, une entreprise de 3e génération, une entreprise entièrement québécoise. On en parle souvent, François, dans les trajectoires techniques et Racing Bulls. Du côté de Haas, on pourrait prendre des notes parce qu'on apporte des améliorations lors des week-ends. On travaille à développer cette voiture-là. Et Simon fait bien de le mentionner. Peut-être qu'on veut pas nécessairement être champion constructeur ou percer le top 4, mais on veut surtout pas se faire attraper. On veut pas juste dire on va s'asseoir sur nos acquis puis on va planer jusqu'à la fin de l'année. On fait pas ça du côté de Racing Bulls. On veut offrir des voitures compétitives à nos talents. Parlant de leurs talents, Liam Lawson, je vais commencer avec toi, François. Je sais que c'est un pilote que je trouve énigmatique, le bon mot, Liam Lawson, parce que c'est un gars qui est arrivé, on dirait que l'attitude est arrivée avant les résultats. Là. Il est arrivé avec énormément de confiance, il est arrivé avec une attitude de le doigt du milieu, puis on se fout du reste. C'était pas l'unanimité, c'était très polarisant. C'est pas le premier à arriver comme ça, mais d'arriver sans mettre les résultats, ça collait pas. Là, j'ai l'impression qu'il a tassé ça un petit peu. Tu vois comment le début de saison de Liam Lawson, tu vois-tu une éclosion d'un pilote qui commence à prouver un peu pourquoi il est là puis pourquoi il mérite de rester encore, même s'il n'y a pas encore de contrat pour l'année prochaine? Oui, ben, il est solide. J'ai donné la note de B+, parce que il a réussi quand même à surmonter le négatif dans lequel il était là, par rapport à sa déconfiture chez la grande écurie Red Bull. Il marque des points à presque toutes ses courses. En fait, 3 courses qu'il n'a pas marqué de points, donc puis il n'est pas loin de l'être. C'est le premier pilote au championnat en dehors des 8 des 4 grandes écuries. Donc, tu sais, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans le A, c'est parce que si seulement il avait fait un coup d'éclat et s'était mis dans le top 8, là, je l'aurais mis dans un A, mais il fait exactement un peu ce qu'on s'attend de lui maintenant. Donc, tu sais, je suis fier de ce qu'il fait, je suis content de ce qu'il fait, mais c'est pas non plus. C'est pas un coup d'éclat qui fait Hey, on s'est trompé sur Liam Lawson. C'est vraiment un pilote incroyable. C'est juste un très bon pilote solide de Formule 1 et il est en train de solidifier sa place là, dans les 22 qui sont présents. Moi, je lui ai donné B+ pour l'éclosion, pour qu'il commence à nous montrer. Il était temps qu'il montre ce qu'il sait faire. Dernière année de contrat, je le répète. Et la seule raison pourquoi je ne vais pas plus haut que ça, c'est qu'il est très près d'Arvid Lindblad dans les statistiques. Est-ce que c'est Lindblad qui est l'exception, qui est très rapide, qui est redoutable? Mais quand même, l'effet qu'il y a bien des circuits où c'est nouveau. Pour lui, Lindblad, d'arriver là, oui, il a fait dans d'autres catégories, mais avec une Formule 1 et d'être aussi près de Lawson, même dans les écarts, dans le temps, dans la moyenne. C'est pour ça que je trouve que autant qu'il fait bien Liam, j'ai l'impression qu'il devrait être un petit peu plus haut que son coéquipier, mais je veux pas tomber trop négatif avec lui quand même, je lui donne un B+. Ton côté, Simon, quelle note as-tu donné aux Néo-Zélandais? Ouais, c'est un B+, moi aussi. Je reprends ce que tu as dit, en fait, ce que vous avez dit, les gars, mais je suis d'accord qu'il devrait quand même trouver le moyen d'être un petit peu plus souvent en avant de Lindblad puis de mettre plus d'écart entre les deux. Mais peut-être que c'est Lindblad qui est vraiment bon aussi. Alors, moi, je vais vous le dire, tu sais, j'avais été très déçu quand j'ai vu qu'on l'a fait ralentir à Miami pour que Verstappen puisse le dépasser. Là, je me disais, si tu vaux juste ça, tu sais, c'est quoi ton espoir? Mais depuis ce temps-là, je pense qu'il est dans les points à tous les grands prix. Il est tout le temps compétitif. Alors, tu sais, j'ai pas de reproche véritablement à lui faire là, cette année. Liam Lawson, ça aurait été facile pour lui là, de tomber dans une spirale négative puis de dire que c'est pas de sa faute, puis c'est la faute des autres. Puis il a pas joué ce jeu-là du tout. Il a dû travailler 2 fois plus fort pour se refaire une crédibilité auprès de Horner et Helmut Marko l'an passé. Puis là, cette année. En passant, j'aime bien ce que je vois, là, on va y revenir, mais Red Bull a embauché l'ancien directeur de développement pour les pilotes Mercedes. Donc, j'ai l'impression qu'on va quitter cette approche-là un peu épée de Damoclès là, au-dessus des jeunes pilotes. Donc, tu sais, ça peut aider un Lawson, justement, à se développer. S'il a besoin d'un peu plus de temps, mais on croit en son talent, on va peut-être le prendre le temps, finalement, enfin. Alors, c'est peut-être un meilleur environnement pour un gars comme Lawson. Alors, tu sais, je pense que je souhaite qu'il soit chez Racing Bull l'an prochain et il le mériterait amplement. Simon, je te devance pour le prochain pilote parce qu'on a atteint le premier coup de cœur de la journée. Du moins, le seul que je sais, parce que je sais pas les vôtres. Mais moi, c'est Arvid Lindblad. J'avais fait la prédiction qui était très audacieuse en début de saison. Vous vous en rappelez, j'ai pas arrêté de vous le rappeler, que j'étais le seul qui était prêt à dire qu'il serait la recrue
de l'année, Arvid Lindblad. On rappelle que bien sûr, il y a seulement qu'une recrue sur la grille, donc Ouais. mais ça reste que c'était audacieux de ma part. J'étais le seul qui a voulu s'aventurer à dire qu'il serait le meilleur parmi les recrues. Et je regarde l'écart, là, en moyenne. Il est à 6 millièmes, 0,062 en moyenne de Liam Lawson. Donc, autant que je disais, je peux pas donner plus que B+ à Lawson, parce que j'ai l'impression qu'il devrait être beaucoup plus loin que Lindblad, ou du moins avoir un écart d'un, 2 dixièmes, ce qu'on voit ailleurs. Je suis obligé de donner un A à Arvid Lindblad. Qu'est-ce que je peux demander de plus au gars? Le gars, il arrive, il est quasiment égal à Lawson, il dispute les points, il accumule des points, il fait pas d'accident comme on a vu des recrues. Là. Les crampes au cerveau, on n'en voit pas. Là. Il coûte pas cher de matériel. C'est pas lui qui va gagner le championnat d'instructeur cette année, à moins que vraiment il change tout de ses habitudes. Donc, je lui donne mon coup de cœur des cœurs. Je le répète encore, à 0,062 de son coéquipier après 11 grands prix en carrière. C'est des débuts assez fulgurants pour Arvid Lindblad. Excuse-moi, Simon, de t'avoir devancé pour le pilote, mais je voulais quand même affirmer le premier coup de cœur des cœurs de la journée. Je te pardonne, inquiète-toi pas. Ta note, moi j'ai donné un A, comme je dis à Lindblad. Ouais, C'est moi, pas c'est parce B+. qu'il y a deux, c'est pas parce que ça commence avec un A, mais. Non, moi c'est B+, parce il est quand même pas en avant de Lawson. Il y aurait peut-être eu un A s'il était en avant. Ouais. J'adhère à ce que tu as dit, là. Mais je n'étais pas capable de lui donner une meilleure note que Lawson. Les deux sont tout le temps ensemble, c'est la piste pratiquement, c'est sur la grille. Donc, j'ai voulu les mettre ensemble aussi, puis c'est B+. T'as bien fait. Puis Lindblad, c'est son rythme de course, un peu comme tous les jeunes pilotes. Au début, là, il est très fort, il se bat avec tout le monde, il se bagarre, puis à un moment donné, ben, ça commence à s'éteindre un petit peu parce qu'on se rend compte qu'il a trop utilisé ses gommes ou qu'il a surutilisé la voiture à plusieurs égards. Puis là, on voit les performances diminuer. Tu sais de quoi qu'on parle, hein, François, quand je parle de ça? Pas Oui. parce que toi, ça t'arrive, mais parce que tu vois les autres à qui ça arrive. Ah oui, là, j'ai toujours été réputé pour garder mes gommes en Ça, vie c'est vrai. Je longtemps. peux en témoigner. Ben Lindblad, moi, je lui ai donné un A parce que, tu sais, comme vous dites, belle parité avec son coéquipier, mais c'est une recrue. Donc, qu'il soit à cet endroit-là, très solide, Arvid Lindblad. Content de le voir. Comme je dis, quand je vois la grille, il est toujours présent. Là, il performe bien. Là, il est toujours dans le top 10 presque là, au départ. Donc, très content pour Lindblad. Belle confirmation du talent et de la confiance que Red Bull leur a donné. Malheureusement, les amis, comme à chaque année, là, je dois vous dépêcher un petit peu plus. On arrive, bien C'est sûr, correct. on arrive dans les meilleures écuries. On aime ça en parler. On veut commencer à jaser de ces bonnes écuries-là, mais on fait quand même, à chaque épisode, on parle toujours un peu plus des écuries de l'avant du peloton. Mais on veut quand même terminer sur une note positive. Donc, normalement, les meilleures notes devraient se retrouver là. Peut-être pas avec notre première écurie qui est Red Bull, dans le fond, la grande sœur de Racing Bulls, que j'ai trouvé assez difficile à évaluer. Parce que là, Ouais. je me dis, est-ce qu'on fait la part des choses du fait qu'ils sont motoristes aussi? Non, ça, on dit depuis le début, les écuries d'usine, on fait notre moteur, c'est ça. Fait que, selon la duo, on a fait le meilleur moteur. Contre toute attente, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a personne qui sortait des nouvelles de dire c'est Red Bull qui va avoir le meilleur moteur. Le partenariat avec Ford, attachez votre truc, ça va être solide. On entendait beaucoup d'articles que c'était des histoires d'horreur. On pensait que ça avait coûté, pas ici, bien sûr, mais on dit ce qu'on entend, que ça avait coûté le job à Christian Horner. Finalement, on sort qu'on a un moteur qui est pas si pire que ça. Oui, on a des problèmes de fiabilité, mais qui en a pas à une nouvelle ère de réglementation quand tu débutes, bien sûr, dans ce domaine-là aussi, à faire de la motorisation. Donc, j'ai donné un B. On le sait qu'on n'est pas beaucoup plus avancé que l'année dernière. On a encore des négociations avec Verstappen. On ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va être là. On a encore des problèmes avec la voiture. On doit apporter des mises à jour. On a des problèmes de l'ADN dès le début qu'on pense qu'on ne peut pas modifier. Donc, il y a quelque chose qu'on répète année après année dans la conception de voiture, sauf que on a quand même été capable d'aller chercher 4 podiums cette année. On n'est pas complètement largué comme on l'aurait pensé. On n'offre pas la voiture à Verstappen pour gagner des titres. On est clair là-dessus. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on a eu des moments où on aurait peut-être pu gagner et battre Mercedes en Autriche. Ça reste à voir. Donc, c'est pas tout mauvais. On continue de faire des stratégies, comme on a vu en fin de semaine en Hongrie. Donc, je ne pouvais pas aller en bas de ça. Je donnais un B à Red Bull. De ton côté, puis on reste conséquent. Il y a des B dans Red Bull. Il y a un B dans Red Ouais. Bull. Donc, tu comprends? On s'en va là, François. Ben, moi, j'y vais avec A-. Je suis allé un peu plus généreux. Red Oh, Bull, wow, OK. je vais vous Ah, là, expliquer Simon n'est pourquoi. pas d'accord. Là. Simon déchire Regardez, sa chemise. je vais vous expliquer pourquoi. Red Bull a perdu son ingénieur vedette en Adrian Newey. Change de moteur. Ils auraient pu être complètement à la ramasse. Malgré ça, on le disait, c'est pas une mauvaise voiture. Là, après ça, ils font une contre-performance. Après ça, ils reviennent. Quand ils ont amené leur Macarena Wing, on a vu quand même
un gain de performance. Donc, je, je- j'ai, comment dire, je suis pas allé sévère avec Red Bull parce que de mon côté, j'ai l'impression que cette équipe-là allait complètement s'effondrer, un peu comme le Williams qui a Ouais. remporté, mettons, le championnat de 97 et ensuite les années d'après que c'était comme vraiment à la ramasse. Donc, Ouais. c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Moi, Ça je l'ai vu de cette dépasse, façon-là. ça dépasse tes attentes, donc je Ça comprends pourquoi. dépasse mes attentes, oui, Ouais, je vraiment. comprends pourquoi tu Puis t'en vas dans. Verstappen a peut-être rapport, mais Hadjar est là aussi. Donc, Ouais. l'auto est bien née quand même. Là. C'est pas juste l'effet Verstappen. Ton côté, Simon, je sais que je t'ai entendu, là, je disais, tu Oh, déchirais il est vocal. déchirais ta chemise quand il a donné un A. J'ai En moins, l'impression, en moins. ouais, A moins que, moi, j'avais donné un B. Tu te situes où, toi, de ton côté, Simon? Ah, moi, c'est un B aussi, là. En Ok. moins, je trouve ça trop haut, mais B, pour moi, c'est la note juste. À mon sens, ce que Hadjar te livre en piste, là, du moins dans ses derniers Grands Prix, c'est ça, le rythme de la Red Bull. Verstappen fait bien parce que c'est Verstappen. On sait que c'est le meilleur pilote du monde actuellement, donc il est capable d'en chercher plus. Mais il y a beaucoup des points qu'il a ramassés dans les dernières courses qui sont aussi dus au manque de fiabilité des autres grandes écuries. Puis Verstappen lui-même le reconnaissait. Oui. Donc, tu sais, Ouais. donc, je suis pas capable de dire oh wow, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Tu sais, je suis pas là. Par contre, un gros plus parce que le moteur n'est pas une catastrophe, comme tu l'as dit. Moi, pour moi, c'est très positif tout ça. Tu sais, je veux le souligner, mais je suis pas capable d'aller plus loin que ça parce que le rythme, pour moi, il est inférieur aux trois autres membres du top 4. Et aussi, je vais le dire, là, puis je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts, j'aime pas qu'on tente constamment de courir Verstappen. C'est comme si on essayait de se faire aimer par Verstappen. Puis tu sais, dans la vie, quand tu veux tellement te faire aimer de quelqu'un, souvent, c'est à l'effet contraire. Je me dis à quelque part, des fois, le Verstappen, il bûche, il varge. Tu sais, ça serait bon une fois de temps en temps juste de le ramener. On gagne en équipe, on perd en équipe. Tu fais partie de l'équipe, Max. Ben, parlons-en de Max Verstappen. Quelle note lui as-tu donné à son début de saison? C'est un B. C'est un B parce que, tu sais, il n'y a pas de contre-performance. C'est sûr que son attitude, pour moi, aurait pu être meilleure. Je le sens pas, le pilote qui... en tout cas, dans ses paroles, pas dans ses agissements nécessairement, mais dans ses paroles, dans son langage corporel, tu ne vois pas un pilote qui a envie de se défoncer dans l'adversité. Mais pourtant, en piste, il le fait. Donc, tu sais, je veux pas complètement effacer ce qu'on voit là, pendant les Grands Prix. Alors pour moi, c'est un B, puis comme je le disais, il emmène la voiture plus loin que sa réelle valeur. Moi, je lui ai donné un B+. J'ai hésité à aller vers le A, ben c'est l'attitude. Avec conséquence, si je trouve que l'attitude de Lance Stroll a peut-être pas aidé la situation d'Aston Martin, mais je me dis peut-être que l'attitude de Verstappen va pas nécessairement dans le bon sens aussi. Autant, comme on dit, probablement irréprochable en piste. Faut quand même mettre en perspective que à 3 reprises sur 11 Grands Prix, sa voiture a fini par l'envoyer dans une clôture. On se rappelle en Australie, premier Grand Prix de la saison en qualification, le samedi, a été envoyé dans la clôture. En Autriche, puis après ça, pendant la course, c'est à... en Autriche? Non, ouais, Silverstone, peut-être? Silverstone, excuse-moi, Ouais. j'allais le mélanger. À Silverstone, donc, a pris la clôture aussi. Donc, c'est sûr que ce côté-là, je me dis, si votre voiture que vous venez de vous procurer vous envoie dans une clôture 3 fois en dedans de quelques mois, ça se peut que vous allez être fâché après votre concessionnaire. Donc, c'est un peu ça. Peut-être qu'il revient à l'écurie et il n'est pas content après les autres de ce qu'on lui donne. Sauf que je me dis, j'espère que la fois qu'il a dit, ben, ça ne me tente même pas d'aller dans le simulateur, j'espère au plus haut point pour Red Bull que c'est pas le cas. Puis Ouais. j'ose croire qu'il a plaisanté parce qu'on a besoin de lui chez Red Bull. C'est lui qui a aidé à développer les voitures. Il passait énormément de temps dans les simulateurs. On se rappelle de Frédéric Vallée, ingénieur chez Red Bull, qui m'avait confié à quel point il est bon pour donner le rendu, expliquer comment la voiture va et qu'est-ce qu'il y a de besoin ou qu'est-ce qu'on a de besoin pour aller plus vite. Donc tout ça, j'espère que Verstappen n'est pas désintéressé d'aider l'équipe à aller mieux parce que là, à ce moment-là, ça va être un gros problème autant pour lui que pour l'écurie. Et c'est pour ça que je lui ai donné simplement un B+, parce qu'en piste, 109 points depuis le début de la saison quand même, 4 podiums. On sait qu'il y a tous les podiums de l'équipe. On sait qu'Adjar aurait probablement pu l'aider aussi s'il avait pu garder le sien à Monaco, mais quand même, je lui donne une note positive de B+, à Verstappen. Ton côté, François, pour le Néerlandais. Exactement la même note, B+ pour Verstappen. C'est sûr écoute, il performe bien, surtout, moi j'aime le voir en qualification. Tu sais, souvent, il Ouais. va faire un tour banzai, puis on y croit pendant un certain moment, puis là, Mhm. finalement, bon, il se fait enlever sa pole ou sa deuxième position, peu importe, par un autre, mais on voit qu'il donne quand même beaucoup de lui-même
avec une voiture en laquelle il pourrait perdre confiance, ne pas vouloir aller à la limite parce que oui, ça l'a envoyé dans le mur souvent, des bris, des bris un peu soudains, des bris soudains. Donc, tout ça pour dire que, puis en plus, tu sais, il est père de famille maintenant. On a toujours dit que ça ralentissait les gens, puis ça ne semble pas ralentir Max Ouais, Verstappen. c'est plus vrai, Donc là, c'est ça, plus là. vrai à cause que c'est plus. Ouais, c'est parce que c'est plus sécure Ouais, maintenant, la F1, Ouais, on l'a c'est déjà ça. dit. Mais n'empêche que ça pourrait quand même titiller quelqu'un. Ça ne semble pas être le cas. Donc, B+ pour Verstappen, tout simplement. Encore, il y a 2 dixièmes son coéquipier, là. C'est pas mal le minimum en Verstappen. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire note de passage pour Hadjar, puis je vais devancer un peu tout le monde en donnant le B+ à Isaac Hadjar parce que je trouve depuis longtemps, on n'a pas eu un pilote Red Bull qui est capable de remplir ça. A été chercher 68 points depuis le début de l'année. C'est une très bonne accumulation là, pour un pilote numéro 2 dans les standards qu'on a vus depuis les dernières années. On lui confie des responsabilités de développement, d'aller recueillir des données, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec d'autres pilotes en qui on avait zéro confiance. Donc, Hadjar continue d'apprendre. J'ai pas l'impression qu'il a arrêté sa progression chez Red Bull. J'ai l'impression qu'il continue d'évoluer, qu'il apprend quelque chose de différent. Apprend aussi à maîtriser une voiture qui est... Plusieurs pilotes se sont plaints qu'il était difficile. Hadjar a un style qui ressemble un peu plus à celui de Verstappen. Donc, j'ai l'impression qu'il réussit à mieux faire avec ça. Je lui ai donné la même note que les Néerlandais avec B+. Mais 2 dixièmes, on le dit dans d'autres écuries, ça serait gros, ce serait une grosse histoire, le 2 dixièmes cut. Mais dans les circonstances, à George, je pense qu'il est exactement dans la note de passage. Bien sûr, on aimerait ça qu'il retravaille un petit peu plus, d'aller à 1 dixième. C'est quand même un pilote à sa 2e année. Donc, B+. Quelle note as-tu pour Hadjar de ton côté, c'est Simon? J'ai donné un B, donc la même note que Max Verstappen, parce que je Ouais. pense qu'Adjar, tout ce qu'il fait, c'est très honnête depuis le début de la saison. Il y a eu quelques moments négatifs. Là, je me souviens quand il se tapait sur le casque à l'infini là, à Miami. Mais tu sais, ça laisse une mémoire, là, mais ça reste en mémoire. Mais quand tu regardes ses performances, il est là. Il est pas très loin de Verstappen, comme tu viens de le dire. Donc ça, c'est sûr que c'est positif. Alors moi, j'ai rien de négatif à dire là, sur ce que Isaac Hadjar a fait cette année. François, je te bouscule un peu. Si Ouais, tu pas de peux, trouble. du A- côté moins de... pour Hadjar, moi. Je suis allé dans le A parce que Hadjar est dans un baquet qui est difficile depuis des années, des années, des années, et il fait ce qu'il doit faire. Le moins, c'est pour le contrôle des émotions qui a Ouais. encore de la difficulté avec ça. Il devrait avoir appris de son premier Grand Prix en Australie là-dessus. Ouais, que ça change rien. Tout peut se replacer après ça la Ouais. semaine d'après. Ouais, tu fais bien de le ramener. Quand on dit qu'on peut se replacer la semaine d'après, ben, c'est un peu ce qui est arrivé en Hongrie du côté de Hmm. l'écurie Orange Papaye, on disait, j'écrivais souvent le réveil de McLaren. Est-ce qu'on va avoir le réveil de McLaren? Est-ce qu'on va avoir Ouais. le réveil de McLaren? J'ai l'impression que j'ai dit ça souvent. On l'a eu, finalement, en Hongrie. Quand même accumulé 220 points, malgré 220 points, malgré qu'on a eu, on est la troisième écurie qui a complété le moins de tours. Ça, ce qui est incroyable, là. Est-ce que je me trompe avec le nombre de points? Il me semble que je t'atterre sur le nombre de points qu'on a accumulé. Hmm. Peu importe. Je sais que je revérifierai pour McLaren, mais quand même, je trouve qu'avec le nombre d'abandons, oui, on a eu une victoire aussi qui est venue. Ben, moi, je te confirme, Ouais. c'est 220 Un points. point. OK, excuse. Ben, vous voyez ma réaction, là, c'est vraiment spontané de voir. Je reviens pas à quel point que, malgré qu'on a eu la difficulté à compléter des tours, problème de fiabilité, qu'on peut pas juste attribuer à Mercedes, aussi problème de boîte de vitesse qu'on fait nous-mêmes. Donc, j'ai donné la note de B à McLaren à cause de la fiabilité, à cause que c'était pas le début de saison escompté, mais j'ai quand même passé un peu l'éponge là-dessus en disant que on partait avec le moins de temps de développement. Faut prendre ça en considération. Ça semble nous avoir rattrapé les titres constructeurs. Et là, on commence à prendre notre envol. Donc, pour l'instant, j'ai été quand même conservateur avec un B du côté de McLaren. François, c'est quoi la note que tu as donnée à l'écurie? Moi, je suis allé avec A- pour McLaren parce que j'ai aimé, mettons, le fait qu'ils soient quand même. On les attendait pas toujours là. Mhm. Puis, ils se présentaient une fin de semaine à l'autre et surtout avec le dernier résultat. Ça n'a pas tombé dans la balance pour Aston Martin en Hongrie, mais ce qu'ils ont fait en Hongrie, c'était assez impressionnant. Donc, j'ai pas eu le choix de les booster un petit peu. Ton côté, Simon, pour McLaren? Je leur ai donné un B. C'est sûr que le début de saison était ordinaire, mais il y a beaucoup de leur faute, là, tu sais, quand on pense en Chine où il n'y avait pas de voiture sur le départ. Il y a Ouais. des ennuis de batterie. Donc, grosso modo, c'est le moteur fourni par Mercedes. Oui. Là, on se rend compte peut-être plus qu'avant des dommages que ça fait d'être écurie cliente. Andrea Stella a été très mécontent de ça à quelques reprises, mais d'un autre côté, tu ne construis pas le moteur, donc tu peux pas en parallèle développer ta voiture de ce que tu apprends quand tu le bâtis. Donc, tu sais,
Moi, je vois pas ça négativement, donc je voulais pas leur enlever de points pour ça, mais les résultats étaient pas là, donc veut pas, on n'a pas le choix. Mais là, on sent qu'on est sur la bonne direction. En tout cas, souhaitons-le pour le reste de la saison. Donc, moi, je leur ai donné un B. Je trouve pas qu'on fait mal, c'est pas extraordinaire, mais on se débrouille bien. Lando Norris, champion en titre, tout comme l'écurie. Son début de saison, quelle note lui a valu selon toi? En moins. En moins, parce qu'il est clairement en avant de Piastri. Je pensais que ça allait être plus serré entre les deux. Et Piastri, à quelques reprises, là, s'est démarqué, mais genre 2, 3 fois sur 11 courses. Donc, c'est un en moins pour Norris. Piastri, pour moi, je le considère encore difficile à battre. Donc, qu'il soit devant, c'est positif pour Norris. Et il se défend bien, là. Il est un bon champion défendant cette année, même s'il n'y a pas la voiture pour gagner. J'ai donné un B+ à Lando Norris. J'aurais peut-être pu aller avec un A. J'ai été un peu plus sévère, mais je trouve que il fait ce qu'il a à faire. La voiture est là, il la met là. Il donne pas mal l'heure juste à McLaren de ce qu'il a entre les mains. J'aurais très bien pu là, que j'en parle, aller avec un A aussi, mais je vais quand même garder ce que j'ai mis du côté du B+. Mais sa victoire aussi, c'était quand même une belle victoire, même s'il a fait des erreurs pendant la course encore, pas nécessairement le départ, mais en tout cas, on retournera pas là-dedans. Mais je trouve quand même qu'il se montre comme le leader de l'écurie, puis il remplit des exigences, puis ça n'a pas été facile. Il y a eu des abandons, il y a eu des choses, puis il continue à se présenter quand même, puis de donner le meilleur de lui-même. C'est pas mal ce qu'on lui demande. 128 points quand même. Une belle récolte en ce début de saison. De ton côté, François, la note pour Lando Norris? Là, j'ai donné un A de mon côté. Je suis pas plus généreux que vous autres, hein, Ouais. on dirait. En tout cas, je suis toujours un peu comme ça. Il est en C'est toi le vacances. pilote, tu sais c'est Ouais. quoi. Non, c'est parce qu'il Ouais, est, bon, ouais. il est en C'est que- vacances, lui. Ouais, j'étais en vacances. Moi, je suis là. Mais c'est que, oui, en même temps, il a repris le contrôle qu'on s'attendait de lui. Tu sais, on l'a vu Ouais. comme émotif la dernière saison, un peu parce qu'il était vraiment dans le championnat. Mais en plus, tu sais, Piastri, c'est comme je vous le dis, il bat tout le temps son coéquipier Piastri, ce que je doutais. Il montre une belle résilience, Lando Norris. C'est pour ça que je lui ai été aussi généreux avec lui, avec un Oscar Piastri, quelle note lui as-tu donné? B plus pour Ah ouais? Piastri. Ouais, Ouais. ah, écoute, comment dire, j'hésitais entre B plus et B, là, mais tout ça pour dire que je suis à la fois déçu, mais tu sais, c'est pas non plus la voiture qu'ils avaient l'année dernière, donc il n'est pas non plus largué. Je veux dire, il est derrière Verstappen, qui est le meilleur pilote. Sinon, derrière son coéquipier, puis les autres, ça reste les meilleures écuries. Il aurait pas avoir une pire note que ça, mais il aurait fallu qu'il se retrouve derrière Isaac Hadjar et d'autres pilotes. Donc, tu sais, j'ai pas été trop tranchant avec Oscar Piastri pour un B+. Moi, j'ai pas été si loin que ça non plus. Je suis allé avec un B du côté de On n'est Piastri. pas si loin. Ouais, il y a un petit bout où j'ai trouvé qu'il avait l'air détruit. Tu sais, j'avais l'impression qu'on avait peut-être encore des séquelles de l'année dernière. Ça m'inquiétait un petit peu. Mais quand même, en fin de semaine, en Hongrie, malgré tous les malchances, il était quand même dans le coup. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'un gars peut subir, là. Il se fait gâcher son tour en qualification, se fait attaquer par un retardataire. À un moment donné, il est arrivé bien des choses, mais ça fait pas une saison non plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même du positif là, fait que j'ai donné un B pour Piastri, quand même ramassé 92 points depuis le début de la saison. Ton côté, Simon, la note pour l'Australien? Moi, je lui ai donné un B, moi aussi. C'est sûr qu'il est en arrière de Norris constamment. Par contre, un peu malchanceux. Je pense qu'au Japon, il y aurait une chance de gagner la course si la voiture de sécurité ne serait pas venue favoriser la stratégie d'Antonelli. Donc, tu sais, en fin de semaine en Hongrie, si ça s'était passé un peu différemment, il y avait ses chances. Fait que, à quelque part, je ne veux pas être trop difficile avec lui. Reste qu'il doit quand même faire mieux pour être plus proche de Norris en performance. La Scuderia Ferrari, qui a déjà accumulé 307 points. La note pour l'écurie italienne, j'ai donné un B+, malgré qu'on a apporté énormément d'améliorations, qu'on est innovateur, que je trouve que on essaie des choses cette année. On est meilleur un peu sur le volet stratégique. Malgré tout ça, on n'est pas encore l'écurie A. On l'a vu en fin de semaine, encore une Mhm. fois. C'était le temps pour eux de gagner. C'était le temps pour prouver que c'est leur territoire, qu'on est capable d'avoir une forme d'ADN ou d'avoir une place où on est capable d'exécuter parfaitement puis de sembler imbattable. Puis ça n'a pas été le cas. Fait que c'est encore le meilleur témoignage pour moi de dire, ben, on n'est pas encore rendu. On est une bonne écurie. On est peut-être une très bonne écurie, mais on n'est pas une excellente écurie. Et présentement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que on a du mal à vraiment se détacher là, du plateau, peut-être McLaren et Red Bull un peu plus ensemble peut-être. Puis aussitôt, on a toujours eu l'impression, est-ce qu'on peut vraiment mettre Ferrari dans la même catégorie que Mercedes? On peut pas encore le faire. Est-ce qu'on s'est vraiment détaché des autres?
pas vraiment, on s'est pas encore affirmé vraiment d'un certain point. Donc, pour moi, on n'est pas encore une excellente écurie, on n'est pas encore un A. C'est un B+, que je leur ai donné du côté de Ferrari. Pour toi, François, quelle note as-tu donné à l'écurie italienne? J'ai été beaucoup plus généreux que toi. J'ai un A flat. Et les OK. raisons sont les suivantes. Ferrari s'est grandement amélioré, comme tu dis, a été innovateur, donc a amené des innovations comme la Macarena Wing. Ont opté pour le petit turbo qui, là, maintenant, ne leur apporte plus rien, mais On ils leur a avaient volé, ouais. c'est ça, on leur a volé l'avantage légitime qu'ils avaient. Ouais. Ils ont Ouais. corrigé leur cafouillage de stratégie qui leur collait à la peau depuis plusieurs saisons. Donc, on les considère comme étant la meilleure voiture dans les courbes. Écoute, moi, je suis content de ce que Ferrari fait. Il va y avoir d'autres commentaires avec les pilotes dans pas long. Cela dit, c'est pour ça. Je ne peux pas leur donner un A+, parce que c'est pas la perfection, mais du fait qu'on leur ait enlevé un avantage et qu'ils continuent quand même à performer, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas sauté sur l'occasion en Hongrie, mais je ne veux pas juste prendre cet événement-là. Je suis content de Ferrari parce que je sais qu'ils font le bon travail et je suis content de les voir où ils sont. Donc, chapeau à eux, un A, parce que c'est une écurie qui revient un peu de l'arrière, là, puis il était temps qu'on les voit à l'avant-plan. Ouais. Je suis d'accord avec toi que on fait pas tout mal. Pour moi, c'est juste, je me dis, on les attendait. On se rappelle de l'année dernière, on avait tout sursauté que lorsqu'on avait entendu qu'on a trouvé que McLaren trop fort, fait qu'on a fermé bagage, on a plié bagage, on se dit, on va se préparer. Ça, c'était plate. Ouais, on va se préparer pour l'année prochaine. Donc, pour moi, quand tu as fait ça, puis que tu t'appelles Ferrari, tu dois sortir très, très fort. Tu dois affirmer que tu es capable de prétendre à gagner des courses. Puis je trouve que c'est pas toujours clair qu'on est vraiment une excellente écurie. C'est pour ça que Ils ne sont pas très loin. Ouais, non, ils sont pas loin. C'est ça, je te dis. C'est pour ça le B+, je suis quasiment au A, mais il y a des choses encore. Je me dis, peut-être que je veux ça. Je veux me laisser convaincre dans la deuxième partie. Donc, côté Simon, as-tu été convaincu par le début de saison de Ferrari pour leur donner une note très positive comme François l'a fait? Et moi, je considère qu'un B+, c'est une note très positive. Ouais. Alors, je suis d'accord avec ce que François a dit. Là, l'écurie a perdu un gros avantage en début de saison quand on a modifié la procédure de départ. Je continue de penser qu'à quelque part, c'est injuste. Par contre, je pense pas que ça leur a coûté des victoires. Donc, il faut pas non plus exagérer avec ça. On serait tout le temps rattrapé en course assez rapidement. Donc, ça serait passé 10 Ça tours aura plus peut-être tard, coûté des probablement. positions, en fait. Oui, ça probablement, oui. Moi, je leur donne des points parce qu'on a laissé les pilotes se battre entre eux. Donc, ça, c'est venu pimenter nos grands prix à la télévision, ça, c'est certain. Pendant les 7 premiers grands prix, on était la seule voiture qu'on croyait capable de battre la Mercedes. Et c'est eux qui sont allés chercher la première victoire. Puis c'est la seule autre équipe qui a gagné 2 courses. Donc, je pense que c'est bien. Moi, là, le gros atout de Ferrari, je suis rendu à penser que c'est Fred Vasseur. Il apporte une présence là, stabilisante. On Calme. continue de développer, c'est ça. Je vais prendre les critiques. Mais vous autres, faites votre travail. Vous êtes là pour ça. Je vous fais confiance. Il a réussi à ramener Lewis Hamilton là, pour en faire un bon pilote. Donc ça, il faut quand même le souligner. Il a réussi à lui donner là, ce qu'il avait besoin pour qu'il puisse se remettre à performer. Là, tu as un Leclerc pour qui ça va un peu moins bien. Il retrouve, lui aussi, il retrouve son air d'aller. Donc, je pense qu'on a quelque chose de très stable, qui est très bon là, chez Ferrari en ce moment. Mais je suis d'accord avec tes tenues, c'est dans mes notes. On n'est pas capable de passer à l'étape d'être l'écurie qui domine. Et on est encore la bonne deuxième. Et ça fait plusieurs décennies que c'est le cas chez Ferrari. Peut-être parce qu'on a vécu les années Schumacher puis qu'on s'attend à ce qu'un jour ça redevienne le cas. Mais on n'est pas capable de le faire actuellement. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas. Par contre, les points négatifs, on s'embourbe comme en Hongrie, une erreur, une autre erreur, une autre erreur. Finalement, on finit quatrième et cinquième, là où on aurait dû gagner. J'ai pas aimé que Leclerc a eu une chute de performance pendant l'année, puis il y a trop de pénalités pour Lewis Hamilton. Fait que pour tout ça, là, B+. B+, est-ce que tu parlais aussi des pilotes en même temps? Je vais te demander de le dire. Du côté d'Hamilton, les pénalités, tu l'as effleuré un peu, la note que tu lui donnes? C'était un A- parce que malgré les pénalités, là, juste de revoir le bon vieux Lewis, ou en tout cas parfois le bon vieux Lewis qui est capable de rouler parmi les meneurs puis de gagner une course, ça a fait du bien, puis c'est plaisant à voir. Puis pour Leclerc? Ben, c'est un B- parce que je trouve son passage à vite était assez ardu, mais il est en train de s'en remettre, alors je voulais pas trop être négatif à son égard. Lewis Hamilton, j'y vais dans le même sens que toi et rapidement, il a rebondi, il part de loin, il était détruit, sa confiance, l'attitude, c'était vraiment pas bon l'année dernière, c'était
C'était un gars qui avait l'air plus proche de la retraite que d'un gars qui allait gagner des grands prix. Puis il en a gagné un cette année. Encore une fois, je pense pas qu'il peut disputer les titres. L'âge, on le voit, quand il y a beaucoup de grands prix, les erreurs mentales arrivent, trop de pénalités. C'est pour ça que je suis allé à un B+, mais je donne quand même une moitié de saison qui est positive dans le cas d'Hamilton, de où il part. Et pour Leclerc, ben, je suis allé avec un B. Ça m'a dérangé aussi l'attitude. À un moment donné, il cherchait. Il n'y avait pas vraiment la meilleure façon, il se tombait beaucoup sur lui. Finalement, il a retrouvé ses moyens et il fait bien. Quand même été chercher une victoire à Silverstone sur le terrain de Lewis Hamilton. Donc, j'y donne un B du côté de Leclerc. Tes notes pour les deux pilotes Ferrari, François? Je vais commencer par Leclerc avec un B+, justement parce que oui, il a gagné une victoire. Le B, c'est parce que bon, c'est pas le pilote que j'aurais cru surpasser. J'aurais cru que Leclerc surpasserait Hamilton et c'est pas le cas. Donc Mhm. pour ça, le B, je pense que ça se place bien. On s'attend que Leclerc, avec une voiture dominante, devrait pouvoir gagner plus de courses. On a déjà vu Leclerc quand même amener sa voiture à une meilleure performance. Ouais. Puis en qualif, d'habitude, il est un peu plus présent que ce qu'il est cette année. Donc, et par contre, le plus, c'est surtout pour son jeu avec les crottes de chien devant le truc Red Bull, là. Donc, ça, Il est c'est prêt à un truc tout. Il est psychologique. prêt à tout, oui. Et Ouais. mon coup de cœur des cœurs, ben, c'est Lewis Hamilton. Ah, Pour le retour de Lewis ouais. Hamilton, comme vous dites, regain de vie. L'année passée, je suis inutile. Et on voit bien que c'est les autos à effet de sol, je crois, qui ne Ouais. Ouais. Ah oui. qui ne concordait pas avec le style de pilotage de Lewis Hamilton. On l'a vu avec Gilles Villeneuve et Mélanie, on y a parlé, et Ouais. ils n'aimaient pas Gilles Villeneuve, les voitures à effet de sol. On dirait que ça marche pas avec la course automobile, ce type de truc-là. Donc, je lui ai donné un A à Hamilton parce que à l'âge qu'il a, il fait le maximum depuis qu'il est à l'aise avec la voiture. Il a une belle attitude. On Mhm. voit qu'il a un beau regain de vie. Puis je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, coup de cœur, C'est une- un A, puis continuons. J'espère qu'il va avoir une belle saison. Et qui sait, peut-être aller arracher un huitième championnat si Mercedes et Cantonelli cafouillent. Tu fais bien parce que moi, je trouve que c'était une résurrection pour Hamilton. Je pense que c'est Exactement. le mot qu'on peut utiliser. Tout à fait. Si on parle de résurrection, ben, on doit parler de naissance dans le cas de Kimi Antonelli parce qu'il est complètement à l'inverse, lui, de sa vie. Euh, Commençons par Mercedes, à qui j'ai donné la note A. J'ai pas donné la note parfaite, mais c'était très, Mhm. très près. Autant pour le moteur qu'on a complété, puis les choses. Oui, on a des problèmes de fiabilité, mais la Ben, c'est ça. performance est au rendez-vous. C'est la seule raison pourquoi j'ai pas été vers le plus, mais je le disais tantôt, le moteur a signé toutes les pôles. On a quasiment gagné toutes les courses. On a tout un début de saison. 379 points pour Mercedes. Donc, j'y donne la note A à l'écurie. Allemande, de ton côté, François, la note que tu donnes? Rapidement, s'il te plaît. J'ai Oui. donné un A A. aussi parce que la fiabilité, tu sais, c'est pas A+, parce que c'est pas la perfection. Ouais. Un A, bonne voiture. Malheureusement, la fiabilité n'est pas là. Puis, ben, ils ont quand même laissé leur pilote, on va dire, se battre, Ouais. là. Mais je suis content. Puis, je veux dire, c'est le fun de les voir là, mais ils pourraient faire mieux encore. De ton côté, Simon, la note que tu as donnée à Mercedes? Mais moi, c'est un A. Je vais pas aller à A+, mais ça aurait pu. Mais il y a des petits manques, donc je pouvais pas. Mais on est une tête en haut de tout le monde. On a commencé la saison dès le début, contrairement à plusieurs autres. 8 victoires en 11 courses. Qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Ça a pris 7 courses avant qu'elle soit battue en Ouais. piste. Puis moi, je pense qu'on laisse les pilotes se battre. Donc ça, c'est positif. Et je veux pas leur enlever de points pour le manque de fiabilité parce que ça prouve qu'on pousse puis qu'on cherche la performance. Et moi, je suis content qu'on le fasse parce que ça serait facile de dire hey, on est en avant puis on va la jouer sécure. Alors, je suis heureux qu'on le fasse pas. Donc, c'est un A pour Mercedes qui mérite tous les lauriers là, depuis le début de l'année. Kimi Antonelli, je suis désolé, mais on a vraiment plus beaucoup de temps. Donc, Kimi Antonelli, la note que tu lui donnes? C'est un A+, puis c'est mon coup de cœur des cœurs. Là. Tu sais, je pouvais pas aller autrement. Ouais. 5 ou 6 victoires en 11 courses. Et en plus, des pôles tu sais, qui se transforment en victoire. Donc, tu sais, je pense que là, on le voit éclore devant nous. J'avais d'autres options, mais ça s'est terminé avec Antonelli pour le coup de cœur des cœurs du début de saison. Ouais, c'est ma meilleure note, Kimi Antonelli. Je lui ai donné un A+. Pour moi, je le trouve parfait dans son imperfection. Réussi à gagner des grands prix dans des week-ends qu'on croirait que ça s'en va nulle part. Réussi à mettre les morceaux aux bonnes places. Et ce que j'ai noté le plus d'Antonelli, c'est que c'est un gagnant. Il sait comment gagner. Et ça, Oui, c'est pas oui, oui. n'importe qui que tu peux mettre dans une voiture. Je vais en venir à Russell dans quelques instants, qui est ma déception d'ailleurs, mais c'est pas n'importe qui que tu peux mettre dans une voiture gagnante qui va te donner les résultats ou qui sait justement comment arriver là. Et lorsque ça se présente pour lui, les opportunités sont là. Disons qu'il donne pas il donne pas l'opportunité ou il donne pas la chance aux autres de lui enlever. Donc, il sait saisir ses chances.
il s'est gagné et c'est ce que j'ai noté le plus de Kimi Anthony, donc un A. Et ma déception, c'est George Russell avec un B-. Je trouve qu'il emmène pas la voiture à ce qu'il doit faire, il monte pas. J'ai pas l'impression qu'il tire le maximum de sa voiture à tous les week-ends, donc pour ça, il est ma déception. Il était le deuxième meilleur pilote de la grille lorsque j'ai fait mon classement l'année dernière, donc c'est pour ça qu'il me déçoit beaucoup, parce que je crois que George Russell est bien meilleur que ce qu'il nous montre depuis le début de la saison. Ton côté, François? Ben, je vais commencer par Antonelli. Je pense que c'est la première fois que je suis moins généreux que vous. Je lui ai donné un A, tout simplement parce que il a manqué beaucoup de départs au milieu de Mhm. l'année. Antonelli a quand même eu des victoires. Il a été, je veux dire, il a été chanceux. Il a fait le maximum avec ce qu'il avait. C'est extrêmement impressionnant. En fait, il n'y a aucun pilote qui a eu la note parfaite de mon côté, mais très impressionnant, Antonelli. Il est solide, craque pas sous la pression. Donc, peut-être le petit peu d'immaturité à Montréal, là, mais en dehors de ça, tirer le maximum de sa voiture. Pour ce qui est de George Russell, ben, je lui donne un B. Vraiment, je suis déçu. C'est pas la catastrophe non plus. Mais on s'attendait à ce que. J'ai parié sur George Russell, un apéro contre Dominique, puis là, je vais le Ouais. perdre encore une Bonne fois. chance. Merci beaucoup. Oui, c'est c'est Ouais, bonne Antonelli. C'est pas chance. grave. Au moins, si Antonelli remporte le championnat, ça va être impressionnant. Mhm. Donc, écoutez, on en parlera autour d'une bonne Moretti ou autre chose. Cela dit. Donc, voilà pour les deux pilotes Mercedes. Eh bien, c'est ce qui conclut notre bilan, messieurs. Ça a été un plaisir, encore une fois, de me balader avec vous aujourd'hui. Mhm. Donc, c'était super intéressant, j'espère, pour les auditeurs aussi. Ça a été un peu plus long qu'à l'habitude parce qu'on a rajouté une écurie avec 2 pilotes de plus sur la grille. Donc, C'est on était vrai. très serré dans le temps. Ben, on en parle assez souvent de Mercedes pour dire à quel point ils sont bons, ils sont beaux. Je suis en train d'oublier de te demander tes notes, mon cher Simon, hein, avec ça. Donc, tu pourras Ah te ben, vanter dans le c'était fond. B- pour George Russell parce que tout ce que vous avez dit, pas capable de s'adapter. Ma déception de l'année, là, très rapidement, Ouais, c'est l'accueil de la presse britannique qui joue gros, là, qui a accueilli une nouvelle règle avec une brique puis un fanal, puis ouais. c'était comme si on avait enlevé leur joujou. Il fallait absolument qu'ils... Je pense qu'on aurait pu donner une plus grande chance aux nouvelles règles qui peuvent être améliorées, mais il y avait quand même quelque chose à exploiter. Puis c'est comme si on refusait de regarder le positif. Donc ça, je n'ai pas aimé ça du tout. Puis ça a influencé la F1, veut pas. Ouais, comme plusieurs pilotes, on a pris Ouais, plaisir ça a joué aussi. à Ouais. dénigrer et Mhm. à cracher sur le produit. Ça a pas été l'idéal. Au moins, on trouve des solutions puis on travaille à toujours améliorer ça. Donc, il y a encore du positif à voir dans les prochains Grands Prix et dans les prochaines saisons. Messieurs, nous autres, on se retrouve dans le entre-deux courses. Ça va dépendre des vacances. On va essayer de mettre nos horaires tout ensemble, mais les Mhm. auditeurs vont pouvoir nous revoir au courant des vacances. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on revient avec notre entre-deux courses. Je me répète, mais ça a été un immense plaisir, encore une fois, de me donner à cet exercice-là avec vous. Donc, je vous souhaite un excellent week-end, les gars, et on se reparle très bientôt. Super, ben Merci. merci. Au revoir. C'est ce qui conclut notre bilan mi-saison 2026. Notre prochain rendez-vous sera vendredi, le 14 août. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et Amazon Music, et bien sûr, activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.